Je me souviens avoir entendu Michel Jonas, il y a quelques années, parler et développer 3 mots. Oui, merci, pardon. Comme tu n'es pas au courant des questions que je vais te poser, moi souvent non plus. Qu'est-ce que ces 3 mots évoquent en toi? Oui, merci, pardon. Oui, merci, pardon. Oui, d'accord. Oui, je suis avec toi, je partage. Merci de me permettre de partager. Et pardon d'avoir mis du temps à répondre. Pour ne pas être en reste, Frédéric, que dirais-tu? Oui, merci, pardon. C'est pas le bac, hein? Ce ne sont que des mots. Des mots de fraîcheur. Des mots qui rend libre de se comprendre, de communiquer, d'entrer en relation. Il faut savoir les dire, les écouter. Éventuellement les mettre en application, les expérimenter. Oui. Merci. Pardon. Alors je reçois de nouveaux messages en direct de la part d'internautes qui me disent Jean-Claude, pourrais-tu présenter les 2 invités qui sont en face de toi? Moi je ne présente rien, je leur laisse la parole. Seymour. Voilà, Seymour, Bruxelles, n'est pas belge, mais aime bien la Belgique, notamment un célèbre chanteur belge que nous avons entendu il y a quelques instants, Julos Bocarn. Seymour, il a un parcours atypique pour certains, il lui-même ne trouve pas son parcours atypique parce que c'est son parcours, c'est le sien, c'est son chemin, c'est bon. Alors d'instituteur à comédien, bon, il n'y a pas une grande différence, hein, on est toujours debout sur une scène avec un public face à soi. De comédien à magnétiseur, à bioénergéticien, là on se demande, on dit tiens, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors il n'y a rien arrivé parce que c'était une passion qui était en parallèle, c'est le cas de le dire, hein, qui existait en parallèle, et puis du métier de comédien au métier de thérapeute. Le comédien n'est-il pas un thérapeute que lorsqu'il sert un texte et que lorsqu'il partage une émotion? L'émotion partagée permet à l'émotion de s'exprimer. Et on est toujours heureux de reconnaître à travers un texte ou un comédien, il a dit exactement ce que je pensais mais j'arrivais pas à le dire. Il a exprimé le sentiment qui m'habite profondément et que je n'arrivais pas à exprimer. Donc c'est un partage, c'est aussi une thérapie et un moyen donc de libérer des tensions et de libérer des choses enfouies au plus profond de nous-mêmes qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent de respirer, puisqu'on parlait du souffle tout à l'heure. Inspire, expire, voilà, c'est la base de la vie, inspire, expire, et tout ce qui nous empêche d'échanger, inspire, j'inspire de l'air, j'expire du gaz carbonique, échange permanent de vie, et tout ce qui nous empêche de vivre un échange permanent nous mène à la maladie, c'est-à-dire à un état qui n'est pas très agréable et qu'on essaye de quitter le plus rapidement possible quand on n'est pas tombé dans le piège de vivre à travers cet état. Ça existe aussi, voilà. Donc la présentation, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Le reste, on peut en parler, on peut parler de plein de choses. Mais Freeman écrit, LOL, il parle comme Alain Delon. À la 3e personne. Il, oui.
Oui, parce que c'est difficile de dire c'est une façon de pas utiliser le jeu. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis ceci, je suis cela, je suis rien, je suis pas grand, ça veut rien dire, tu es comédien, qu'est-ce que tu fais dans la vie, enfin moi c'est un truc qui me parle pas, ça c'est bon. Je préfère je fais des choses, voilà, c'est déjà plus intéressant. Alors je fais le comédien, je fais le thérapeute, je fais l'animateur radio, là je fais le gars qui répond aux questions, voilà. Alors je commence la présentation par il. Je le présente, présentez-vous, alors je le présente, voilà. Gélos aurait répondu qui êtes-vous? Je suis. Voilà. Pas besoin d'aller plus loin. Non. Si on y arrive. Oui. Je suis. C'est pas si facile que ça. En lisant ta biographie, elles sont difficiles à trouver sur Internet. Il m'a semblé que tu faisais non pas partie des rebelles, mais des insoumis. Oui, plutôt. Oui. Ah oui, c'est plus juste. Ouais. Quelle différence? La différence, c'est la colère. La colère. Le rebelle, il est en colère. Et donc, il souffre. Il est en souffrance. L'insoumis, il n'est pas forcément en colère. L'insoumis, il n'est pas d'accord. Et puis, il a décidé de ne pas le faire. Alors, il ne le fait pas. Voilà. Irrémédiablement, dans toutes les situations? On accepte quand même pas mal de choses dans le quotidien, mais dans les grandes lignes, irrémédiablement. Oui. C'est même pas un choix, c'est une condition de vie qui est imposée par ce chemin, quoi, voilà. La rencontre avec Philippe Bouvard, pour toi, a-t-elle été importante? Oui, c'était très intéressant. D'ailleurs, j'ai retrouvé Philippe Bouvard il y a peu de temps sur RTL, dans les grosses têtes. Philippe a été adorable, il m'a accueilli à bras ouverts, il a été très intéressé par le livre. On a passé un très bon moment ensemble et si on a pu passer un moment très agréable 20 ans après, c'est parce qu'il y a 20 ans il s'était passé des choses intéressantes. Si c'était rien passé, on se serait peut-être découvert 20 ans après, mais c'est aussi lié à ce passé, à cette rencontre importante d'un homme qui est un personnage. On n'en croise pas tous les jours des Philippe Bouvard. Alors on aime certains côtés, on déteste d'autres côtés, bien sûr, comme dans tout personnage. C'est un être entier, qui peut être très agréable ou très désagréable dans la minute qui suit. Je n'ai pas à m'en plaindre, j'ai pas subi de grandes tyrannies de sa part, comme certains ont pu le subir. Et j'ai été impressionné et très intéressé par ce personnage hors norme, qui est un type très cultivé, très intelligent, qui va vite, qui sait utiliser le talent des autres. Il a fait ça toute sa vie, et à travers son talent, son propre talent, et peut-être que son propre talent, ça a été d'utiliser le talent des autres, de le reconnaître, de reconnaître le talent des autres, et puis de savoir le mettre en valeur. C'est ce que nous avons vécu au théâtre de Beauvoir, mais c'est aussi ce qu'ont vécu tous les participants, les sociétaires des grosses têtes. C'est une longévité insensée, cette émission de radio. Et même qu'il y a des preuves. Surprise, écoutez, vous l'avez connu comme moi il y a des années, et puis vous l'avez un peu perdu de vue. Il s'appelle Seymour Bruxelles, et on l'a vu beaucoup à la télévision dans une émission qui donnait leur première chance aux jeunes talents, et puis il a participé pendant quelques mois à un groupe fameux qui était celui des Inconnus. Quelques années. Qu'est-ce qui vous a fait quitter le groupe? L'envie de vivre seul, de faire ma route, de suivre mon chemin. Et de faire un chemin différent. Un chemin complètement différent, oui. Voilà, alors pour tout dire, Seymour Bruxelles, qui est toujours comédien, oui, mène une double vie, puisqu'il est comédien à certaines heures et ostéopathe à d'autres. Hein. Alors, thérapeute en bioénergétique, parce que ostéopathe, c'est autre chose. Attention. Mais parce que c'est pour l'instant, bien que j'ai sous les yeux un livre... Non, des poches, vous avez sous les yeux. Ça donne l'esprit de l'émission. Hein. C'est juste, Bouvard a toujours su utiliser le talent des autres. Magnifique. Mais au moins, cet homme-là a permis à des talents de pouvoir éclore, de pouvoir s'affirmer. Mais quand tu as quitté les Inconnus, la vie s'annonçait dans le strass, les paillettes, pas le stress, hein, quoique. C'est fou pour quitter une voie comme celle-là. Non, lorsque les choses sont évidentes. Ou alors malade. Pas de folie.
Non, je pense pas. La folie, c'est quand on n'est pas conscient. On a quitté un jour, justement, le patient m'a dit, mais c'est quoi la folie? Est-ce que je suis fou? Alors je réfléchis, j'essaie de pas dire trop de bêtises. Je dis, non, déjà tu te poses la question, c'est déjà pas mal, et puis t'es conscient de ce que tu es, de ce que tu fais. Donc t'es pas fou. Le fou, c'est celui qui est inconscient, il se rend pas compte de ce qu'il fait. Alors c'était pas une folie, puisque je me rendais compte de ce que je faisais. Donc j'avais décidé, après mûre réflexion, et puis comme je le disais tout à l'heure, il y a un moment donné où de toute façon on n'a pas le choix. C'est pas un choix, c'est un moteur qui est là, qui était en nous, et puis ça avance dans cette direction, et puis voilà, et on part dans cette direction. Mais c'était pas une folie. Soigner l'autre, c'est une vocation, comme être curé par exemple? Oui, on peut le dire. C'est une vocation. Si tant est qu'il y a encore des vocations. Mais soigner l'autre, ça veut dire aussi se soigner soi. Ça veut dire plein de choses. Soigner l'autre, c'est une vocation. J'ai rencontré, lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît, j'ai rencontré donc un thérapeute confirmé à cette époque, et à qui j'ai posé cette question, et je voulais vraiment soigner l'autre. Et je lui dis, et qu'est-ce qui a fait chez toi, qu'est-ce qui t'a poussé à passer ta vie à soigner les autres comme ça, et tu as donné ta vie aux autres? Et là il m'a regardé, il m'a dit, j'ai jamais donné ma vie aux autres, je ne donne pas ma vie aux autres, je donne ma vie à la vie. Et là, j'ai pas saisi sur le moment totalement ce qu'il voulait dire, et puis petit à petit j'ai compris. Ça va au-delà. Soigner les autres, c'est bien, mais il y a autre chose qui va beaucoup plus loin. Servir la vie, voilà. Accompagner la vie pour qu'elle puisse reprendre ses droits à l'intérieur d'un organisme humain. C'est ça, soigner les autres, pour moi. Que répondrais-tu à quelqu'un qui te dirait, je te le dis maintenant, nous avons tous des pépins, tous des moments de galère, plus ou moins importants, plus ou moins graves, plus ou moins lancinants. Et souvent, la réflexion qui nous vient, c'est, mais qu'est-ce que j'ai fait à la vie pour qu'il m'arrive ça? Que réponds-tu, toi? Moi, je ne me dis pas ça, je ne me dis pas qu'est-ce que j'ai fait à la vie, mais qu'est-ce que je me suis fait à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Où j'ai foutu mes pieds? Pourquoi je suis dans cette situation-là? Et j'en suis responsable. J'avais une autre vision. Qu'ai-je donné à la vie? Moi. Voilà. C'est Georges Dionneau qui disait, nous avons tous une mission en arrivant sur Terre, c'est celle de vivre. Voilà. Celle de vivre. Mais qui vit vraiment? Qui peut se permettre de vivre vraiment? De dire je vis totalement. Dans cet échange, justement, on inspire, expire, permanent. Est-ce que je vis pleinement? Ou est-ce que je fais une petite inspire et une petite expire? Parce que j'ai peur de tout. Quand l'expire existe, voilà un mot encore qui rappelle la mort. Oui. Shakespeare. Oui, tu avais compris, excuse-moi. J'ai compris. Non, mais je me parle à moi-même aussi en même temps. Non seulement on ne sait plus expirer, mais on ne sait pas bien inspirer. Mais non, voilà le problème. Alors c'est pour ça que soigner, ça veut dire quoi? Soigner les autres, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on les soigne, de toute façon. Et moi j'arrive et je vais dire, tiens, je vais te soigner. Non. Ça ne veut rien dire. C'est bien aussi de ne pas se soigner pendant un certain temps, si ça ne mène pas à l'expire final, mais c'est aussi peut-être un moyen de comprendre et d'avancer. Donc alors je vais me permettre de dire, bon toi, arrête d'être malade. La maladie, c'est aussi une phase de réparation, une phase d'expression. Et le titre du livre, La peur origine de nos maladies, il est très fort, et en même temps, pas compréhensible. Comment la peur serait à l'origine de nos maladies? La seule réponse de nos tissus corporels, et que ce soit une cellule, une enveloppe cellulaire ou un tissu musculaire, peu importe le tissu du corps humain, la seule réponse de nos tissus face à un stress, c'est fermeture, protection. C'est la seule réponse qu'on ait. Et à partir du moment où l'enveloppe cellulaire ou le tissu se referme, les échanges sont altérés, voire annulés. Donc c'est ce qui me permet de dire que la peur origine de nos maladies.
La santé quitte le corps humain lorsque les échanges, le mouvement sont altérés et ont disparu. Une certaine zone, une cellule, 1 million de cellules qui ne respirent plus à l'unisson, qui sont là. Voilà. Et la maladie s'installe. Ça commence toujours comme ça. Toujours. Nos cellules seraient-elles programmées pour Nos cellules, elles sont programmées. se dérouler les unes les autres? Elles sont programmées pour échanger, pour se renouveler, se régénérer. Et il y a une grande question qui se pose face au cancer, par exemple. Pourquoi la cellule décide un jour d'être immortelle? Une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui a décidé d'être immortelle, et qui bouffe les autres, qui se nourrit des autres. C'est intéressant, ça. Réfléchir par rapport à ça. Mais ce n'est pas dans le langage médical officiel. Non, ben non. Quoique. Il y a quelques émergences depuis quelques années d'hommes et de femmes qui sont des médecins tout à fait officiels, qui font partie du Conseil de l'Ordre, qui essaient de faire passer des idées comme celle-là. Voilà. Ils essaient, avec peu de réussite. Ça commence à bien bouger à ce niveau-là. Mais nom de Dieu, qui cela peut-il gêner? Demande-t-il d'un air totalement innocent. On se le demande. On se le demande. Que nous ne serions pas une merveilleuse machine? Une machine extraordinaire dont je ne me lasse pas. Je suis en émerveillement permanent. Depuis 20 ans que je soigne, chaque fois que l'énergie reprend ses droits à travers ce corps qui est allongé sur la table et qui est souffrant. Le Dr Steele, notre maître à tous, je parle donc des gens qui ont suivi le chemin de l'ostéopathie, le père de l'ostéopathie, le Dr Steele disait: nous ne travaillons pas avec la maladie, nous travaillons avec la santé. C'est une philosophie. Je ne travaille pas avec la maladie. N'importe quel imbécile peut trouver la maladie, mais trouver la santé. Et travailler avec la santé, dans ce corps humain. J'entends et l'émerveillement, il est là. Oui, et on ne s'en lasse pas. J'entends ici des phrases de réprobation. Oui, mais Seymour Bruxelles, vous n'avez jamais été malade. Vous savez pas ce que c'est, vous, quand on est malade. Je pense qu'un thérapeute digne de ce nom est quelqu'un qui a souffert. Obligatoirement. Qui a connu la maladie, qui a connu la souffrance, qui a connu la dépression, qui a connu la tristesse. Sinon, il ne peut pas soigner. Parce qu'il n'y a pas d'empathie. L'empathie permet la compréhension. Comprendre l'autre. Écouter l'autre, le comprendre pour pouvoir l'accompagner. C'est ça, soigner. Accompagner. Je me la pète. De temps en temps, je m'autorise. Oui, il faut se la péter. Ambroise Paré disait: ce n'est pas moi qui les soigne, mais c'est Dieu qui les guérit. Voilà. Il remettait encore Dieu à la sauce. Mais bon, veux-tu présenter ton grand camarade à côté de toi? Mon grand camarade Frédéric. Camarade. Donc Frédéric, je suis très content qu'il soit là, pour plusieurs raisons. Mais parce qu'il a participé à l'aventure. Il a fait partie du premier groupe qui s'est constitué autour du cercle d'études et de recherche ostéopathique, l'école que j'ai suivie de Jacques-André Vadual. Et à partir de là, une aventure a démarré et Frédéric a fait partie donc de ce premier groupe qui s'est créé autour donc, de cette formation, de cette étude de la thérapie bioénergétique. Frédéric est un ami, il l'a prouvé puisqu'il est là ce soir. Frédéric est ravi comme moi d'avoir entendu Julos Bocarme, parce qu'il connaît Julos et qu'il l'apprécie, je pense, autant que moi, peut-être plus même, peut-être. Et Frédéric, je voulais qu'il vienne aussi pour nous parler de ce qu'il a découvert il y a quand même quelques années maintenant, et puis qu'il est en train donc de faire mûrir à travers lui, et une méthode qui m'intéresse énormément et qui complète le travail qu'on fait, qui s'intitule la méthode Alexander. Alors, vous en avez peut-être parlé déjà sur les ondes, vous avez rencontré des gens qui... Oui, en ce qui me concerne, oui, bien sûr, mais quand je dis bien sûr, ça me semble tellement évident. Tu t'appelles Bocara, aurais-tu un lien de parenté? Peux-tu te rapprocher un tout peu du micro? Merci Frédéric. Aurais-tu un lien de parenté avec Françoise Douareg Bocara? Je ne connais pas Françoise. Tu ne la connais pas? Non. Non, parce que comme Seymour a absolument tenu à ne pas me dire
qui l'a emmené avec lui, je découvre, quoi. Hein. Ouais. Non, tu ne connais pas. Non, j'ai pas cet honneur. Alors, tu vas patienter quelques instants parce qu'il y a déjà un appel au standard. Ils sont tellement rares qu'il faut les privilégier. Le numéro du standard est le 01 34 12 12 22. C'est le numéro magique pour arriver jusqu'à l'antenne. Le IDFM, bonjour, qui est là? Au revoir. Ça fut bref. Ça a été très bref, donc tu as plus de temps. D'accord. Donc, oui, j'ai commencé ma formation avec Seymour. Bon, il faut dire qu'à l'époque, j'avais un garçon qui faisait des crises d'épilepsie et qui a développé un autisme. Et donc, je cherchais des solutions pour lui, pour moi, pour ma famille. Donc j'ai suivi un moment la formation de Seymour. Et puis j'ai voulu accéder à autre chose, dans la mesure où le travail de Seymour est un travail qui dure dans le temps, mais c'est-à-dire qu'il donne quelque chose. Il va soigner la personne qu'il a entre les mains. Et cette personne, elle va repartir avec son énergie libérée. Elle va pouvoir se restructurer. Elle va pouvoir régler ses problèmes. Ça lui donne un temps de répit pour faire ce qu'elle a à faire pour elle. C'est-à-dire que Seymour, lui, il est là pour libérer les énergies. Et après, le travail commence. Bien souvent, le travail se fait mais il y a aussi, dans certains cas, la personne est tellement conditionnée par les schémas qui l'ont amené à être malade et à venir consulter Seymour que ces schémas reprennent le dessus. Et les tensions reviennent. Et Seymour les revoit, il refait le travail, ils reviennent après. C'est un... Je veux dire que cet état de conscience, il peut être donné, mais il faut savoir le préserver, et ça demande une éducation. C'est un travail en équipe, autrement dit. Oui. C'est-à-dire que cette conscience-là, elle doit être consciente. Je veux dire, que faisons-nous de notre moment présent? Je veux dire qu'on est constamment à vouloir se souvenir. On est constamment et en perpétuelle recherche de savoir ce qu'on va faire plus tard. Mais dans la réalité, est-ce qu'on s'intéresse vraiment à ce qu'on fait maintenant? Est-ce que, quand nous sommes assis, est-ce qu'on s'intéresse à savoir si nous sommes en état de tension? Quels sont nos moyens de contrôle? Est-ce que notre perception sensorielle est suffisamment fiable pour savoir si nous sommes en état de tension? Où sont les tensions? Et comment faire pour s'en libérer? Alors, effectivement, on peut se dire, ok, on va continuer à être sous tension, et puis on ira voir Seymour. Je veux dire que Seymour, il y a une nécessité dans le travail
bioénergéticien d'apporter effectivement ce laps de temps, cette énergie qui est en nous. En fait, Seymour, il apporte pas d'énergie, il libère simplement l'énergie. Et à partir du moment où l'énergie est libérée, on peut s'exprimer enfin, quoi. Je veux dire que vous donnez la parole à quelqu'un, et à ce moment-là, à partir du moment où il l'apprend, il va pouvoir sortir ce qu'il y a en lui. Voilà, le travail de Seymour, il est là. Je me suis tourné vers la technique Alexander, dans la mesure où, pour moi, il y a une nécessité à ce que les gens se prennent en charge. S'ils peuvent le faire, bien sûr, ça suppose qu'il y ait une réelle volonté, effectivement, de se prendre en charge, quoi. Ça demande de gros efforts. Mais oui, mais dire que... Parce qu'en plus d'être malade, vous demandez l'un et l'autre à ce que la personne se prenne en charge. Voilà. Alors cette prise en... C'est sur vous qu'elle compte, c'est sur toi qu'elle compte, la personne. Alors cette prise en charge, elle est possible. C'est-à-dire qu'il s'agit de se prendre en charge pour n'être plus en état de se dire il faut que je me prenne en charge. À partir du moment où vous apprenez à vous utiliser, parce qu'il s'agit de l'usage de soi, vous vous utilisez constamment dans le moment présent, vous coordonnez de telle manière à ce que le schéma qu'on appelle le contrôle primaire puisse s'exprimer. Le contrôle primaire, il a été inventé par Alexander de la manière suivante. Alors, lui, c'était un théâtreux. Il déclamait du Shakespeare. Il prenait une pièce et puis il vous faisait tous les rôles devant un auditoire. Jusqu'au jour où, à force de déclamer, à la fin de sa pièce, il commençait à avoir sa voix enrouée. Jusqu'au jour où il a eu une extinction de voix, il ne pouvait plus rien faire, donc il a été consulter des médecins qui lui ont dit voilà, il y a deux solutions, soit vous vous reposez, soit on opère. Deux solutions. Et lui, il avait besoin de bouffer. Il y a quand même... Et puis l'opération, ça... Et puis il s'est dit, mais si au début de la pièce, je n'ai pas d'extinction de voix, et si à la fin de la pièce, j'ai une extinction de voix, c'est que dans ce laps de temps, j'ai utilisé ma voix de telle manière à ce que ça déraille à la fin. Donc il a commencé effectivement par s'observer. Puis il a découvert en fait que ce qu'il faisait pendant ses pièces, il le faisait tout le temps. Il a trouvé que il mettait sa tête en arrière, tout simplement. Pour déclamer, il mettait sa tête en arrière. Et là, il a trouvé effectivement les prémices du contrôle primaire, qui n'est que la relation qu'il y a entre la tête, le cou et le dos. Quelques 40 ans après, un biologiste américain a fait des recherches sur des micro-organismes amphibiens et a découvert que ces micro-organismes s'utilisaient de cette manière-là, du haut vers le bas et tout en même temps. C'est une chose intéressante, dans la mesure où nous avons tous ce potentiel, nous l'avons perdu, il s'agit de le retrouver pour pouvoir se libérer de toutes nos tensions, de tous les aléas provoqués par l'apesanteur. Je veux dire, si notre point d'appui il se trouve en haut, on peut trouver effectivement dans l'usage que l'on a de soi ce qu'on appelle en ostéopathie, et ce que Seymour connaît bien, le fulcrum. En ostéopathie, on travaille avec un fulcrum. C'est un point d'appui mobile et adaptable. Il s'agit de pouvoir effectivement évoluer à travers l'énergie de votre patient
à partir d'un point d'appui mobile et adaptable. Une première toute petite objection. Oui. Tu dis que nous avons le potentiel. Je partage aussi ton avis. Mais en même temps, avons-nous le mode d'emploi? Nous l'avons. Mais où l'avons-nous mis? Alors voilà. Il s'agit d'une pré-technique. Le travail ne se fait pas, comme vous l'aurez compris, à partir des sensations. Pourquoi? Parce que les sensations ne sont pas fiables. Nos sensations ne sont pas fiables. Donc on travaille, on va orienter certaines parties du corps dans certaines directions. Il faut voir que l'énergie est toujours directionnelle. Il s'agit d'orienter toutes les parties du corps d'un seul tenant, les unes après les autres, du haut vers le bas, et tout en même temps, à travers ce schéma. Et qu'on peut éventuellement, on peut faire un parallèle avec un schéma électromagnétique qui partirait de l'arrière du crâne, qui descendrait vers les omoplates, l'arrière du bassin, l'arrière des genoux, les chevilles, les bouts de pied, les coups de pied qui remonteraient les rotules, les iliaques, la partie supérieure de la poitrine, la partie supérieure des bras, les amygdales, et qui ferait le tour. Toujours est-il que le mode d'emploi, il est simple, il faut l'apprendre et il faut l'appliquer. C'est pire que pour monter un meuble de chez Ikea ou pas? Oui, quelque part, c'est très formel. À partir du moment où ce formalisme, vous l'avez acquis, eh ben, il y a une certaine liberté à pouvoir s'utiliser sans tension musculaire, sans tension articulaire. On va se lever, on va marcher, on va être assis, on va courir, on va manger, en étant conscient de ce qu'on fait dans le moment présent. Je veux dire qu'on essaie de projeter ce moment présent comme quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est quelque chose de pratique. Qu'est-ce que vous faites toute la journée? Vous êtes assis, vous parlez, vous marchez, vous mangez. Et ben, à travers tous ces gestes, on va travailler votre coordination afin que vous soyez conscient de ce que vous faites. Attends, tu demandes une chose extrêmement difficile. Absolument. Tu demandes à la personne de se responsabiliser. Voilà. Ah, pardon. Effectivement, c'est ça. Voilà, tu as tout compris. Se responsabiliser. Ouais. Et au bénéfice de tous. Et d'abord de soi. D'abord de soi, de toute façon. Ce n'est pas égoïste, monseigneur. Non, au contraire. Au contraire, l'altruisme, ça commence par soi déjà. D'accord, je suis d'accord avec toi. Mais cela voudrait-il ou sous-entendrait-il que Seymour donne le mode d'emploi du bon usage de soi, du bon emploi de soi, du meilleur emploi de soi? Le mode d'emploi, il existe à travers le corps et à travers l'écoute du corps. Il n'y a pas de mode d'emploi écrit. Commencer à écouter son corps, commencer à l'habiter. C'est déjà un réveil de soi. Tu me rappelles Lise Bourbeau, écoute ton corps. Tu dois connaître. Pseudonyme, juste à fort propos, vient d'écrire un message. Il y a plein de messages, je le lirai promis. Hahnemann aussi, c'est pseudonyme qui écrit. Hahnemann aussi disait ça. Un symptôme s'évacue du haut vers le bas et de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Oui, mais Hahnemann, c'est l'homéopathie, ça marche pas. Ah oui, ça marche pas. Si ça marchait, ça se saurait. C'est du placebo. Ça serait mieux remboursé par la Sécu. C'est du placebo. Bien sûr. Et parlons-en du placebo, justement. C'est une chose formidable, le placebo. Ouais. Voilà une capacité d'auto-guérison qui n'a pas été encore scrutée. Pourquoi on n'orienterait pas nos recherches, je sais que ça se fait déjà, ça commence, vers justement cet effet placebo? Je pense qu'une personne à la méthode Coué, qui n'était pas si idiote que ça, qui répète et qui se répète, je suis beau, je suis beau, je suis beau, je suis beau. C'est un message, de toute façon c'est un message, il y aura un effet. Il y aura un effet. Et le placebo, c'est bien la preuve d'une capacité d'auto-guérison inexplorée et certainement illimitée. Ah, c'est beau le placebo. Voilà. Et ton fiston alors? Alors il y a une chose assez extraordinaire, c'est que bon, il fait des crises d'épilepsie, ça l'est moins déjà. Par contre, en faisant le lien entre ce que j'ai appris chez Seymour et la technique Alexander, je parviens aujourd'hui, dans la majorité des cas,
à arrêter ses crises. Il fait des crises tonico-cloniques, sévères, c'est-à-dire qu'il est branché sur le 220, et en accompagnant les forces, en prenant en compte effectivement ce contrôle primaire, j'arrive à arrêter les crises. Avais-tu entendu parler d'une autre méthode, celle de Marie-Marguerite Vexio, avec le clavier? Anne-Marguerite Vexio. Oui. Ça a été très décrié, sa technique. Et pourtant, les résultats sont là. Ouais. Une fois de plus, la question c'est, mais ça ennuie qui? Prête-moi ta main pour parler. Les résultats ont été exceptionnels. Certains médecins, tout à fait de ce qui est officiel, ont utilisé cette méthode. Oui, alors ton fiston? Oui. Quel âge a-t-il? À quel moment tu as décelé cet autisme? Il a fait un arrêt sur l'image à 24 mois. Ou à 22 mois, je sais plus. Et puis, il a fallu tout remettre d'aplomb, donc je travaille en technique Alexander pour le coordonner, pour lui faire prendre conscience de son potentiel, et donc pour arrêter ses crises. C'était ce que je voulais savoir dans la première partie de cette émission, puisque nous arrivons aux premières 90 minutes. L'émission sera rediffusée prochainement, vendredi, entre 14h et 15h30. Nous sommes ensemble au moins jusqu'à 6h du matin, à moins que la fatigue intervienne, mais je vous sens pleine d'énergie tous les deux. Nous nous retrouverons dans quelques minutes, juste après une petite manipulation technique. D'accord? À tout de suite alors, sur Internet, que je trouve tout à fait approprié à la thématique de cette émission. Je vais lire les messages des internautes, bien sûr, et puis vous accueillir au 01 34 12 12 22, si vous le désirez, numéro qui n'est pas surtaxé. J'ai piqué ce texte. Il est un peu provocateur, mais j'aime bien. Nous vivons tous sous la menace de la bombe, du cancer, des agents cancérigènes, de la maladie, du chômage, de l'impuissance, de la peur, des noirs, des blancs, de la police, des redevances, des impôts, des PV, d'avoir des trous de mémoire, de perdre de l'argent, de faire trop d'argent, de perdre nos cheveux, de devenir gros, de devenir laid, d'être stupide, de tomber à plat, d'être timide, d'être bête, de se préoccuper des baffles qu'il faudrait acheter, comment réparer une voiture, un vélo, apprendre à jouer du piano, la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur de ne pas faire bonne impression, la peur de la force des autres, la peur de la faiblesse, la peur d'être dévoilé, la peur de ne pas arriver à l'heure au boulot, la peur de ne pas avoir la retraite, la peur de ne pas avoir de sécurité. Nous avons peur de la vieillesse, nous avons peur de mourir, nous avons peur de la guerre, nous avons peur d'être blessés dans un accident de la route, la peur d'être aveugle, d'être sourd, de ne pas comprendre la plaisanterie, la peur des gens coriaces, la peur de prendre des risques, la peur de nager, de sauter, de plonger, la peur de déménager, la peur de la maladie, la peur de vendre, la peur d'acheter, la peur obsessionnelle des araignées, des armoires sombres, des couteaux, des voleurs à la tire, la peur des gens, la peur des fêtes, la peur de la foule, la peur d'avoir en face de soi des gens intelligents, la peur d'affirmer ses opinions, la peur des femmes, la peur des hommes, la peur de la police, la peur de l'angoisse. Et l'auteur écrit cette pièce de théâtre est donc dédiée à tous ceux qui ont peur. Et je dirais que ce livre de ces mots Bruxelles est dédié à toutes celles et ceux qui ont peur. Oui. T'en es pas oublié? C'est une liste qui peut durer jusqu'à demain, jusqu'à après-demain. Incroyable. Bien sûr. Mais il n'y a qu'une peur. Tu as dû consulter le dictionnaire des peurs, ouais. Hein, qui se termine par phobie. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Incroyable. Oui, mais tout ça pour comprendre qu'il n'y a qu'une seule peur. Celle de mourir, de ne pas exister. Que voyez-vous là? Que se passe-t-il? Un auditeur qui s'approche du studio. Il veut rentrer dans le studio. C'est une petite souris, un petit mulot. Là. Ouais. Une souris dans le studio d'IDFM. Oh, j'ai peur. Voilà. Bienvenue, petite souris. Bienvenue. Viens écouter les hommes qui parlent. Il y a 2 appels au 01 34 12 12 22. Bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour, Jean. Oui.
Alors ne quitte pas Jean, il y a un autre appel. Bonjour. Au revoir. Alors Jean, à toi. Eh bien, tout à l'heure, j'ai entendu une chose qui m'a fait rester faire appeler. Tu nous dis pas bonjour? Tu as peur? Ah oui, je tremble. Hein? Tu me connais, je suis pas tellement peur. Et puis il y a toujours une porte de sortie, il n'y a qu'à se suicider, et puis on est parti, et là, on a tous les emmerdes derrière, parce qu'on était mort avant de venir sur Terre, et on sera mort après, parce qu'on sait quand on revient au cas précédent. Donc toutes les peurs sont effacées. Là, ces messieurs, c'est une forme de soin, mais il y en a tellement maintenant. Et puis alors, ce qui est merveilleux, c'est tous les progrès qui se font dans toutes les directions. C'est magnifique. Notre espérance de vie au courant de ma vie a doublé. C'était 40 ans vers 1900. Aujourd'hui, les femmes, c'est 80. Et les hommes, 73 ans. Il y a des progrès dans toutes les directions maintenant en France. C'est merveilleux comme aurait dit Journaux. Hein. C'est merveilleux. C'est vrai. Oui. Alors quelles sont tes questions? Mes questions, cette technique, enfin, c'est une forme c'est de la psychologie. C'est une forme de psychologie pour donner confiance aux soi-disant malades. Mon énergie, mon truc, je fais avec. J'ai besoin de personne. Je vois, il y a tellement de gens qui ont la trouille, effectivement, de tout. Il faut... Et toi, tu peux dire avec certitude que tu n'as peur de rien. Oh j'ai peur, si, mais je trouve des solutions, je réfléchis. Oui, mais pour être dans un dialogue avec Seymour et Frédéric, aurais-tu peur de parler avec eux, de communiquer? Mais pas du tout, j'ai déjà faire monter la pression. Au contraire, ça me fait plaisir, c'est pour ça que j'appelle. Si ça me plaît pas, j'appelle pas. C'est ta liberté. Et quelle question as-tu à leur poser? Pour que nous soyons constructifs et les uns et les autres. Jean. Constructifs? Oui. En fait, comment ils sont venus à ces techniques, et ces techniques consistent à guérir quoi? Et quels sont les progrès à faire dans cette voie? Tu es sûr que tu nous écoutes depuis 23h, Jean? Oh, je suis pas fou. Ah non, mais j'ai pas dit ça, hein. C'est celui qui dit qui est. Tu nous écoutes depuis 23h parce que ces questions-là, elles ont déjà été posées. Ah bon Ah oui. Oui, mais moi, j'étais pas là, bien sûr. Ah. T'as vu comment on fait avouer un mec, hein? À 23h, je reste pas des temps, sinon j'aurais besoin de soin. D'accord. Pour te répondre, Jean, rapidement, et reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, on ne guérit pas. L'objectif est de réveiller les capacités d'auto-guérison de l'organisme. C'est de la psychologie. Stimuler, mais tout est psychologie, puisque dans notre approche, on ne différencie pas le corps de l'esprit. Justement, Alexander parle d'unité psychophysique. Il n'y a aucune différence entre le corps et l'esprit, donc tout est psychologique. 100% des maladies sont psychosomatiques. Même les coronaires. 100% des maladies sont psychosomatiques. Même les coronaires. Oui. À la base, on va retrouver, parce que bon, on parle d'un symptôme, on parle d'un effet, mais à la base, la cause, elle ne peut pas être différenciée, séparée de l'esprit. Oui, l'esprit aide, ça aide énormément, mais quand les coronaires se bouchent, je ne vois pas ce que l'esprit peut faire là-dedans. Il faut mettre un stent pour le dilater. Ça marche plus. Hein. Ça, c'est la technique pour dilater, pour sortir du problème. Disons, pour amoindrir le problème. Mais à la base, c'est-à-dire... énormément intéressé tout à l'heure, c'est le cancer, la cellule cancéreuse ne veut pas et mourir. immortelle. Voilà.
C'est intéressant. Et on fait des recherches d'ailleurs, comment faire pour rendre nos cellules, leur donner une plus longue vie. Parce qu'on a des instruments, au fur et à mesure, les progrès, c'est quoi aussi? C'est la qualité des instruments. On voit de plus en plus des choses minuscules. La nanotechnologie, la biotechnologie, les cellules maintenant, on peut travailler dedans. C'est fantastique, les progrès. Mais la question qui est la tienne et qui me semble primordiale, c'est comment faire pour que... C'est pour une consultation, Jean, ou pas? La question, si tu avais une seule question importante pour l'instant, c'est comment faire pour... Moi, j'ai les coronaires bouchés. Il y en a une qui fonctionne. Qu'est-ce que je peux faire? Pitié. La psychologie n'y fait pas grand-chose. Nous parlons de l'origine de la maladie. Là, tu parles de la maladie installée. Oui, t'as raison. Donc... Alors, je te donne raison. Le premier professeur que j'ai vu il y a 25 ans, il a dit c'est l'angoisse de la vie qui a provoqué. C'est bien ça. C'est bien ça, tu as tout résumé. Là. Oui. Voilà. C'est exactement ça. Je vous ai compris. Mais bon, ceci étant, ça a été ma vie, c'est-à-dire j'ai pas le certificat d'études et j'avais une entreprise avec 60 personnes et beaucoup des cadres et des gens tous avec des connaissances supérieures. Ça t'a marqué ça, hein, genre de ne pas avoir le certificat d'études. Combien de fois l'as-tu dit sur cette antenne que tu n'avais pas le certificat d'études? Parce que je me situe... Est-ce que c'est important d'avoir le certificat d'études? Non, Jean, mais ça donne le niveau... le profil. Ça donne si tu veux, les connaissances de base que j'avais pour attaquer mon métier. Rien. Rien? L'expérience de la vie, c'est de la vie que j'avais vécue. C'est pas rien. C'est énorme. Oui, mais c'était beaucoup de souffrance et beaucoup de combats et beaucoup de... il fallait absolument... Et pourquoi utilises-tu le mot souffrance, là, dans l'instant? À être poursuivi et ne pas sortir vivant de la guerre, c'était pas rigolo. Fallait se démerder drôlement. Parce que j'aurais fini... les Allemands m'auraient brûlé, quoi. Mais enfin bon, j'ai réussi tout ça. Sans vouloir t'obliger, Seymour, que décodes-tu dans ce que dit Jean? Tu as parlé que ton rôle était celui surtout de quelqu'un qui écoute. Tu l'écoutes et tu l'entends. Bien sûr. Que décodes-tu? J'écoute sa souffrance et... Mais c'est passé il y a longtemps, la guerre est finie. Oui, mais tu viens d'en parler maintenant. Donc, est-ce que tu peux laisser quelques instants à Seymour pour t'expliquer? Merci, tu es mignon. Donc j'écoute sa souffrance et l'imprégnation de cette souffrance, c'est cette souffrance qui perdure. C'est-à-dire que faire attention à ça, très attention à ça, c'est facile à dire, mais à un moment donné, il faut oublier. Et là, c'est présent, c'est totalement présent chez Jean. Son passé, il le porte, mais il l'a... Dans ses cellules, il est partout, ce passé. Il est trop présent. Il est resté, il s'est imprégné, et il est toujours là. Aujourd'hui, c'est comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans, 50 ans. Surtout, Jean, ne culpabilise pas d'entendre ça. Je ne sais pas culpabiliser. C'est une énorme qualité, Jean. Ouais. Formidable. Et c'est idiot, ce truc-là. On culpabilise, c'est un mot qu'on emploie tous les 5 minutes. Pourquoi culpabiliser ce que j'ai fait? J'ai fait ce que j'ai fait et je regarde l'avenir. Alors là, c'est justement, je soulevais ce sujet et je ne suis pas persuadé que Jean regarde l'avenir réellement. J'ai plus longtemps à vivre, tu sais. J'ai 84 ans.
T'en as pas eu assez comme ça? Oh ben, je m'intéresse surtout au futur. Même quand je serai plus là, ça m'intéresse. C'est pour ça que j'interviens. Je veux voir comment sera la médecine, comment vont aller les techniques, et je suis ravi de tous les progrès que je vois. Je suis très positif. Et et voilà, je viens de connaître une nouvelle forme de la branche, je dirais, de la médecine, de soigner. ça ne te gêne pas que cela ne fasse pas partie de la médecine dite officielle? Mais écoute, la médecine officielle en France a été créée sous Vichy. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et on revient. L'ordre des médecins a été créé Voilà. sous Vichy. Et ça, c'est un barrage au progrès. Mais en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Amérique, toutes les formes de médecine avancent. On peut déjà aujourd'hui choisir le type d'enfant qu'on veut avoir avant de l'implanter dans la femme. Enfin, en France, pour le moment, c'est interdit, mais ailleurs, ça se fait. C'est pas une raison parce que ça se fait ailleurs que c'est bien. Hein? Bon, j'ai pas dit que c'est bien ou mal, ça est. Et ça peut, si on le fait d'une façon intelligente, ça peut être bien. Et tout a son bon et son mauvais côté. Allô? Oui. Nous t'écoutons, oui. Oui, tu vois, comment la souffrance dont tu parlais peut être positivée. Faut positiver. Alors attends, Jean, ne bouge pas, reste avec nous parce que Okay. Frédéric se lève, me fait un salut, mais moi j'ai pas envie qu'il s'en aille sans dire au revoir aux auditeurs et aux auditrices. Tu veux bien reprendre le micro? Tu veux bien remettre ton casque? Frédéric, pourquoi tu nous abandonnes là maintenant, nous laissant plus que tous les deux? Pour des causes liées à mon activité professionnelle. Demain, je me réveille à 4h30. Oh merde. Donc, ah ben oui, c'est... Tout à l'heure. Non, tout à l'heure. Ouais. Donc je rentre chez moi, je me couche, je dors et je me lève. Et tu réussis à être en forme parce que ta méthode te permet de raccourcir à ce point le sommeil. Oui, enfin, j'ai travaillé sur la gestion du sommeil avant de travailler en technique Alexander, mais je dois dire que depuis que je travaille en technique Alexander, ça me donne un regain d'énergie. Seymour m'a connu pendant très très longtemps. À partir de 10h du soir, il n'y avait plus personne. Et là, je peux passer des nuits entre 3 4 heures. Je suis réveillé par intermittence par mon fils qui s'amuse à faire des crises épileptiques. J'ai entendu. Donc vous avez entendu. Donc et puis je dois travailler. Je fais mes 12 heures dans ma journée, comme tout un chacun. Et je rentre le soir. Tu as quel âge? J'ai 45 ans. Aussi en plein. C'est le début de la jeunesse. Ben voilà, exactement. Et c'est fantastique. Et tout ce temps, tu t'en es servi pour progresser, pour faire aller la voiture meilleure tenue de route et plus grande vitesse. Oui, j'avais besoin d'énergie, donc je savais que cette énergie était en moi. Il a fallu que je travaille à pouvoir la libérer. Pour faire ce que j'avais à faire, quoi. C'est simplement que c'est pour continuer à faire bouffer ma famille. Pardon? Qui décide ce que tu as à faire? Mais moi je décide, c'est tout. Au fur et à mesure des découvertes que tu fais. Ouais. Et j'expérimente. Je vais dans une direction, je vais dans une autre, voilà. Et puis des fois je me plante, des fois je réussis. C'est faut pas se prendre la tête, quoi. C'est comme ça. On fait tout ça dans nos vies, dans nos domaines. Ah oui. Ou on saute dans un autre domaine. Bien sûr. Aujourd'hui je suis cordonnier, demain je serai autre chose. Oui. Je suis cordonnier rue de la Pompe. Il fallait que je le dise. C'est une réalité. C'est ça ou c'est vrai? Non, c'est vrai. C'est vrai.
Tiens, voilà, quelque chose que je ne savais pas. Tu l'as dit tout à l'heure, mais j'ai pas fait très attention. J'étais en train de regarder les messages. Mon papa aussi était cordonnier, tu vois. Ah ouais. Hein, on n'est pas mal chaussé. Mais Ça, c'est encore une connerie qu'on nous inculque mes pour nous amitiés faire à votre peur. papa. Oh oui, là où il est là. Voilà, il est là. exactement. Ouais. Ouais. Mais c'est un truc qui te permet de gagner ta vie pour faire ce que tu fais de recherche dans d'autres domaines qui te donnent de la satisfaction. Oui. Surtout que mon objet de recherche, c'est moi-même et je suis constamment à cette recherche, donc j'arrive parfois à me trouver. Ah ben c'est merveilleux. Félicitations. Bien, on ne va Merci, pas retenir Jean. À bientôt. Frédéric. À bientôt. En tout cas, moi qui étais en face de moi dans le studio, Frédéric, je suis frappé par le visage de Frédéric, son côté, j'allais dire angélique, Oui. hein, détendu. Et pourtant, oui, regarde derrière toi, ouais. Regarde derrière toi, Les oui. ailes de Dupontel. Rentre bien en tout cas. Merci, à bientôt. Merci Frédéric. Et merci d'être venu. C'est formidable des gars comme ça. Salut Frédéric, on se serre la main. Tu reviens quand tu veux, tiens. J'aimerais bien qu'on puisse parler de l'autisme. J'aimerais bien consacrer plusieurs heures à cette... C'est vrai ? Mais oui, mais j'ai déjà fait, oui. Sur une autre radio. Tu vois ? Parce que ces enfants, ces adolescents ont vraiment besoin de quelque chose qui leur manque. Selon moi, c'est l'amour. Il en a, il en faut. C'est pour ça que tu lui en donnes. C'est pour ça que tu as accepté d'être son père. Que tu as accepté, que tu as voulu. Enfin bon, J'en sais rien. on en recausera, d'accord ? C'est pas le sujet. Il est bien ton pote là. Il est bien. Salut Frédéric, rentre bien. Pas trop vite, hein, les rues sont mouillées, les routes sont mouillées. Hein, ne pas en rajouter. Pas pour te mettre la peur, mais pour te dire sois prudent. À bientôt. Donc je reste avec Seymour Bruxelles en direct dans le studio d'IDFM. Jean, Oui. as-tu encore une ou deux questions à poser à Seymour ? Finalement, il faut le voir au début et il peut éviter des emmerdes futures. Tout à Pour la fait. psychologie. Tu vois, le doute vient de s'installer dans l'esprit de Jean. Il y a quelques minutes, il disait « J'en ai plus pour longtemps, je vais bientôt mourir. » Et puis là, ça coup, tiens. Mais je le sais, ça, bien fait. Tu vois, 84 ans. l'énergie, elle est là. L'énergie, elle est là. C'est cela qu'on en appelle l'énergie. C'est pas parce qu'elle n'est pas visible qu'elle n'existe pas. Personne n'a jamais vu l'électricité. Et pourtant, personne n'a jamais vu le vent. Et pourtant, l'énergie, elle ne nous quitte pas. Parfois, elle est en baisse. Il y a tellement d'énergie dans l'univers que nous ne connaissons pas. Et pourquoi vouloir tout connaître ? Eh bien, parce que on est curieux, nous, les êtres humains. On va aller sur la Lune de nouveau, on va aller sur Mars. Là, actuellement, il y a 2 satellites à 1 million et 1,5 million de kilomètres qui vont voir les débuts de l'univers le plus loin que nous pouvons voir. Oui. Mais c'est fantastique. Et nous, maintenant, notre espérance de vie, c'est 80 ans. Mais bientôt, ce sera 100. Après, ce sera 150. Et si on arrive à faire marcher les cellules qu'elles ne meurent pas, on va vivre beaucoup plus longtemps. J'allais te dire, rêve, Beaumerle. Rêve, c'est bien. Le rêve entretient la pensée. Mais pourquoi pas? Et si j'avais parlé d'électricité à Louis XIV, moi, je suis fou. Merci Jean. Allez. Merci Jean. Merci pour à vous ta participation active. Bonne nuit. Salut, au revoir Bonne Jean. nuit. 01 34 12 12 22, c'est le numéro du standard de IDFM. Alors, je reviens à une quantité de messages qui sont arrivés. Oui, bon, des trucs un peu plus personnels à propos de Dupontel. Ouais, je te le pompe dès demain, je le mets sur mon blog et il n'y aura cela que pendant toute une semaine. Alors, Uranus, je pense que toute personne est utile à la Terre, aux hommes. Je ne comprends pas cette déclaration de certains qui rabaissent l'autre alors qu'on ne connaît pas la personne. La peur. Bien sûr. Écraser l'autre pour se sentir plus fort, et se servir de l'autre pour exister. Nous sommes dans l'actualité, un autre message d'Uranus.
une des peurs irrationnelles, c'est bien la grippe A. D'ailleurs, j'ai remarqué en venant tout à l'heure, en écoutant France Info, je n'arrivais pas à capter IDFM, ils ne disent plus le virus H, machin, ils réutilisent de nouveau le mot la grippe porcine. Ils sont à la botte de qui, les journalistes? Ce mot, le ministère de la Santé avait préconisé de ne plus l'utiliser. Quelle est ta vision, toi, sur ce truc-là? Alors, écoute, tu vois un peu ce qui se passe là, c'est énorme ce qu'ils sont en train de préparer. Ça tombe à pic au niveau d'une situation de crise économique. Tous les gens, la rentrée sociale de septembre, elle paraît sombre. Et de nombreux emplois vont être encore supprimés. Il va y avoir du remue-ménage. Donc une peur de pandémie, ça tombe très bien. C'est bien, ça va occulter un peu les choses. Ça va prendre le dessus de l'actualité quand il faudra le faire. Au moment opportun. Ouais. Voilà. Donc là, on est rentré dans une espèce de psychose où on va proposer des centres de vaccination. Attention, c'est pas d'aller chercher le vaccin à la pharmacie puis d'aller voir son médecin. Ça n'a rien justement de la démarche personnelle dont on parlait tout à l'heure, le fait de devenir autonome, d'être responsable de soi. Non, là, ce sont des centres de vaccination qui vont être mis en place. Et tu as remarqué que personne ne parle d'un éventuel risque de mutation. Ah mais on n'a aucun recul. On ne peut pas avoir de recul sur ce vaccin. On ne sait pas ce que ça va donner dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. On ne peut pas le savoir. Et on va vacciner en priorité les femmes enceintes et les enfants. Tu parlais des emplois tout à l'heure. Je pense que c'est même plus la peine d'en parler. Il y en a tellement, des milliers, pour ne pas dire des millions, qui se détruisent dans le monde entier tous les jours. Oui. À quoi ça sert d'en parler? Oui. Parlons d'autre chose. Comme si c'était inéluctable. Ouais. Tu penses que, entre guillemets, ceux que j'appelle les maîtres du monde jouent sur la peur? Je ne m'écarte pas trop, enfin j'espère ne pas trop. C'est un système ancestral, c'est un système. Il en a toujours été ainsi. Tous les systèmes, religieux, politiques, philosophiques. À partir du moment où on veut dominer, diriger une masse d'hommes, c'est par la peur qu'on les tient. Uranus commente, une des peurs irrationnelles est bien la grippe A, qui a son origine aux États-Unis. Ça, personne n'en est encore très très sûr. Et l'on apprivoise la peur pour faire vendre beaucoup de vaccins pour le lobby pharmaceutique. 94 millions de doses prêtes à l'emploi à partir de la rentrée septembre, octobre, novembre. Je crois qu'on était 60 millions en France, 60 et quelques millions. On va vacciner qui? Et comment ça va se passer tout ça? Penses-tu qu'il y aura une obligation? Ça nous pend au nez. La pandémie nous pend au nez. nous pend au nez, oui. C'est une atteinte à nos libertés? Total. Tesla écrit, la meilleure des médecines, c'est celle de la prévention. Qu'en penses-tu? Alors là, je suis tout à fait d'accord. Et ça rejoint ce qui a été dit précédemment, et je voulais en venir, donc elle me permet justement de glisser sur cette voie qui est la meilleure, à mon avis, la prévention. Ne jamais laisser une tension s'installer, c'est ce que racontait tout à l'heure Frédéric par rapport à sa technique, enfin à la technique, Alexander, c'est ne jamais laisser une tension s'installer, et puis tout ira bien. Laisser libre circulation des énergies à travers le corps, laisser le système immunitaire faire son travail. Justement, face à une grippe, on aura tout ce qu'il faut, à l'intérieur de nous-mêmes. Si on laisse cette capacité étonnante, le système immunitaire, fantastique, et on sait très bien que qu'est-ce qui fait tomber le système immunitaire, c'est la peur. On a fait des expériences sur des populations d'étudiants, justement, là on sort d'une période d'examen, là, les étudiants en période d'examen, une chute vertigineuse des globules blancs. Ça c'est prouvé. La peur fait chuter le système immunitaire. Donc la prévention. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est une atteinte à la liberté d'exister, des tensions. Oui. On interdit aux tensions d'exister. Parce que les tensions nous empêchent d'exister. Il y a des bonnes tensions, la tension qui va nous permettre d'avancer. On parlait des peurs justement. Qu'est-ce qui fait qu'une espèce évolue? Eh bien, la
plupart du temps, c'est parce qu'elle est justement mise en danger, prête à disparaître. Une espèce végétale va développer des défenses face à l'introduction d'un animal qui est prêt à la faire disparaître. Donc l'espèce végétale va fabriquer des épines pour se défendre. Une espèce animale va se transformer, va grandir, va fabriquer des défenses, comme les éléphants, les mastodontes qui se sont développés pour survivre. On sait que dans toute extermination d'une espèce, et on le voit bien avec justement les produits chimiques, lorsqu'on veut faire disparaître une espèce d'insectes, il reste toujours environ 10% de cette population qui va tenir le coup et qui va muter, et qui va se transformer et se renforcer. Alors, la question est-ce que cette peur de disparaître n'a pas aussi un côté positif dans le fait qu'elle pousse l'espèce à évoluer? Tu le sais comme moi, quelques médias en parlent, la disparition progressive des abeilles, mais tu es d'accord aussi pour penser qu'il y aura toujours au moins 10% qui résisteront, qui seront plus fortes que celles qui ont existé jusqu'à présent. Qui vont se reproduire, et certainement plus vite. Est-ce que tu as constaté, après la terrible tempête de 1999, le printemps qui a suivi, on n'a pas beaucoup parlé de ça. Il y a eu une explosion de la nature. La nature a été en danger. Il y a une destruction importante de cette nature après cette tempête historique. Et au printemps qui a suivi, il y a eu un renforcement de la création, de la procréation végétale. C'était formidable. Impressionnant. Cet instinct de vie. La vie qui est là, qui nous habite et qui est une force inouïe et qui, justement, la prévention, c'est de permettre à cette vie de s'exprimer en permanence. Je suppose que tu connais la particularité de l'oursin. Rappelle-moi. L'oursin n'a pas de cerveau. J'ai le sentiment que nous devenons de plus en plus des oursins. Oui, mais en même temps, nous découvrons que certains de nos organes possèdent un cerveau. Il n'y a pas longtemps qu'on sait que le cœur a son propre cerveau. Et des oreilles. Bien sûr, des oreillettes même. Oui. On va découvrir des cerveaux dans des endroits insoupçonnés. Question de sensibilité, je reviens au message. Question de sensibilité, nous pouvons donc avoir de l'empathie sans connaître la souffrance? Est-ce une question de personnalité? Je ne pense pas que dans l'histoire de notre corps, l'histoire ancestrale peut nous apporter des informations, l'héritage génétique, l'hérédité, l'histoire de nos ancêtres peut laisser des traces. Elle laisse des traces, de toute façon, c'est évident, et peut nous donner des informations qui aboutiront à l'empathie, même si on n'a pas vécu dans cette vie une situation dramatique qui nous permet de comprendre ce que vit l'autre. On découvre aujourd'hui ce qu'on appelle les cellules miroirs. On a comme ça un réflexe cellulaire de neurones qui reflète la douleur, par exemple, puisqu'on parle de la douleur, de souffrance, de maladie de l'autre. Mais dans l'histoire de chacun, je me suis quand même rendu compte que les thérapeutes les plus importants, entre guillemets, que j'ai rencontrés, les plus efficaces, étaient des gens qui avaient vécu de grandes souffrances, qui étaient souvent passés proches de la mort, et les découvertes qui ont été faites dans différents domaines, toutes les techniques qui arrivent aujourd'hui. Lorsqu'on reprend l'historique du thérapeute qui a découvert, on parlait d'Alexander tout à l'heure, Alexander, il a mis au point une technique à partir d'une souffrance personnelle. Une situation de souffrance, il dit, je vais m'en sortir. C'est ce qu'on vient de dire par rapport aux espèces qui risquent de disparaître, il y a toujours 10% qui trouvent une solution pour survivre. Et c'est ça qui est formidable, l'optimisme vient de là, quoi. Donc l'empathie, oui, elle est quand même liée énormément au vécu de chacun. Mais alors, monsieur Bruxelles, tout n'est pas foutu? Oh mais non. Question de Tesla, la thérapie bioénergétique peut-elle résoudre les acouphènes? Clair, direct. Les acouphènes sont, comme toute maladie, c'est un effet, acouphène. Les acouphènes, c'est un son perçu par l'organisme, un son, un souffle, un sifflement, qui peut devenir insupportable jusqu'à pousser certaines personnes au suicide. C'est pas normal. Pourquoi ce souffle
ce battement, ce sifflement est perçu par l'individu dans un certain moment de sa vie. On se rend compte que c'était ce qu'on appelait à l'époque une maladie de vieux, mais qui devient de plus en plus une maladie de jeunes. Les acouphènes, on rencontre ce phénomène de plus en plus fréquemment. C'est toujours lié à une compression au niveau des tissus crâniens, une compression du conduit auditif, une compression donc, de cette enveloppe. Et pour répondre directement à cette question, bien sûr, si on arrive à éliminer cette compression, on élimine les effets, les symptômes. Et c'est là où Bouvard est très fin dans son rôle d'intervieweur, sous l'apparence de moquerie, mais je sens beaucoup d'affection envers toi. Comment, monsieur Bruxelles? Mais le cerveau respire, le crâne respire. Oui. Tu peux développer cette théorie? Alors la théorie... Qui est beaucoup plus qu'une théorie maintenant. Oui, mais qui n'est toujours pas acceptée par l'Académie de médecine. Non. C'est l'expérience de deux hommes, Steele, dont je parlais tout à l'heure, le père de l'ostéopathie, et puis son élève, Sutherland, qui a suivi. Sutherland était journaliste. Il est venu interviewer le docteur Steele, ça se passe à la fin du 19e siècle. Il a entendu parler d'un docteur extraordinaire qui avait des résultats particuliers. Excuse-moi, c'est pour l'humour. Pseudonyme écrit, oui, mais comment on va faire si les 10% qui restent, c'est des bourgeois de l'ULP? Salaud. Donc, Steele et Sutherland sont des pères de l'ostéopathie. Et ils ont démontré que le crâne respirait. Ils ont démontré par intuition, à force de dissection, d'observation, les 22 os crâniens qui, indentés, s'enclenchent, s'engrainent les uns avec les autres. Un système d'engrenage. Et la grande découverte, c'est de dire, mais si ce système d'engrenage existe, c'est qu'il a une fonction. Tout ce qui ne fonctionne pas dans la nature disparaît. Si le corps n'utilise pas une fonction, les organes liés à cette fonction disparaissent. Là, ça ne disparaît pas. Ces os s'engrainent, mais de façon puzzle, étonnamment les uns avec les autres. En observant un os qui s'appelle l'os temporal, qui ressemble étonnamment à des ouïes de poisson, l'intuition est venue à certains endroits, mais c'est un système respiratoire. Il y a une respiration. Il y a un mouvement d'engrenage. Donc, il y a un mouvement antagoniste, un mouvement réciproquant. Inspire, expire. On en revient à un mouvement, donc, inspire, expire. Flexion, extension. Et il démontre donc que ces os appartiennent à la membrane, que cette membrane s'appelle la dure-mère. La dure-mère parce que c'est la mère, la matrice, et que ces os se sont formés dans cette matrice, et que cette membrane se change de forme. Elle change de forme. Elle tire les os dans un sens et dans l'autre. Tension réciproque de la membrane qu'on appelle la dure-mère, qui ressemble à un bonnet de bain autour du cerveau, qui entraîne les os qui se sont formés à l'intérieur de cette membrane. Mais qu'est-ce qui fait que cette membrane, donc, respire? Elle ne change pas de volume, elle change de forme. Inspire, expire, flexion, extension. C'est le contenu, le système nerveux central, le cerveau, le cervelet et la moelle épinière. Le cerveau-cervelet, formé de cellules, de millions de milliards de cellules, qui respirent elles aussi à l'unisson, se gonflent et se dégonflent. Le cervelet, le cervelet, Sutherland l'appelait le soufflet de forge. À l'époque où il y avait des chevaux, il y avait des forgerons, bien sûr, et il comparait le cervelet à un soufflet de forge. Voilà. Et à force de palpation, d'application des mains et de finesse d'écoute palpatoire, on se rend compte que le crâne, mais oui, il bouge, on sent, et ça se sent, c'est palpable. Et n'oublions pas que dans l'oreille, il y a le marteau et l'enclume. Oui, tout à fait. Je t'ai interrompu, le forgeron. Mais je pense que ce qui est peut-être terrifiant, mais je mets même pas le mot entre guillemets, c'est que de tout cela, nous n'avons pas conscience. Nous n'avons pas conscience, déjà, nous ne respirons pas bien, oui. Nous n'expirons pas bien, non. Et nous n'avons pas conscience que notre crâne respire aussi. Non, et il suffit pourtant de poser ses mains dessus, d'écouter,
ou d'empêcher ce mouvement, de le bloquer, de serrer un peu ses mains pour se rendre compte que très rapidement ça devient insupportable. L'anecdote bien connue de Sutherland, pour tester l'existence d'un mouvement, il s'est dit, il y a un contre-mouvement. Et puis si je bloque ce mouvement, il va se passer quelque chose. Donc il s'est fabriqué un casque avec des gants de baseball, puisque ça se passe aux États-Unis, puis des lanières, il a entouré sa tête avec ce casque, il a serré fort. Il a empêché le mouvement. Il l'a empêché. Et je n'ai pas fini tout à l'heure, ce que je veux dire, ce qui permet aux cellules de se gonfler, se dégonfler, c'est le liquide fabriqué à l'intérieur du cerveau. Au centre du cerveau, dans des ventricules, il y a 4 ventricules dans lesquels se fabrique le liquide céphalorachidien. Ce liquide merveilleux, étonnant, que Sutherland appellera la lumière liquide. À une époque où il ne sait pas que la physique va démontrer que les échanges énergétiques sont des échanges de photons. Des échanges donc de lumière, de particules de lumière. Et cette lumière liquide, c'est liquide, c'est lui qui entraîne, c'est lui le moteur. Et la force à l'intérieur du liquide, le liquide dans un liquide, la lumière dans le liquide, le souffle de vie, Steele va employer ces mots, Sutherland aussi. Donc il empêche cette force liquide de s'exprimer, puisqu'il se bloque la tête avec ses gants de baseball, ses lanières, jusqu'à en tomber dans les pommes. Et il va lâcher au dernier moment. Il va tirer sur une lanière, il va lâcher la pression des gants de baseball, et là il va sentir la force du liquide qui va circuler à travers donc le système nerveux central et qui va poursuivre son chemin en périphérie, parce que ce liquide va continuer son existence, cette force, ce mouvement à l'intérieur de la lymphe, à l'intérieur du sang, partout. 75% de liquide. Un homme est composé de 75% de liquide. Donc voilà l'expérience, l'histoire du mouvement respiratoire crânien, qu'ils ont appelé mouvement respiratoire primaire, le premier mouvement respiratoire de la vie, et les Chinois l'avaient découvert et l'avaient décrit en l'appelant la respiration embryonnaire. Tu es d'une génération où le mot fontanelle était très souvent utilisé. Bien sûr. Tu as sûrement entendu ta maman ou ton papa. Ça me fait penser que je t'ai posé aucune question sur ton enfance et ton adolescence. Mais bon. Tu l'oublieras pas? Oui. Non. Un tout petit peu, tu sais, pour avoir des scoops, pour être dans l'audimat. Cette fontanelle, c'est important qu'elle soit fermée convenablement. Bien sûr. Recouverte, protection. Mais c'est important aussi qu'elle soit ouverte, parce que au moment de la naissance, elle permet un chevauchement des os, un pliage des os, parce que le crâne du mammifère humain que nous sommes est trop gros pour sortir sans dommage s'il n'avait pas cette capacité donc de se plier, de se chevaucher les os pariétaux. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a 22 os du crâne, ces 22 os crâniens, dont 14 de la face, sont des os qui vont s'articuler, qui vont, au moment de l'expulsion, vont se resserrer, se plier et se chevaucher. Et s'il n'y avait pas ces fontanelles, il y en a 6 fontanelles. Il n'y a pas que la fontanelle qu'on connaît bien, qu'on voit sur le bébé, la fontanelle antérieure, au sommet du crâne, mais il y a aussi une fontanelle postérieure, et puis il y a des petites fontanelles sur les côtés, qui vont permettre, sont des espaces donc membraneux, qui vont permettre à ces os qui ne sont pas encore totalement calcifiés, de se chevaucher, de se plier, de permettre la sortie correcte du crâne de l'enfant. Le geste de la maman, ou du papa, ou de l'infirmière, ou de la sage-femme est important. C'est un geste primordial. Oui. Le premier geste, l'importance de la première heure après la naissance. Il y a un livre formidable de Dr Michel Audin que j'ai approché, avec qui j'ai pu suivre une formation, ce livre s'intitule L'amour scientifié, où il parle de l'importance primordiale. C'est lui qui a écrit Dis-moi où tu as mal, ou non, c'est pas lui. Michel Audin, c'est l'obstétricien qui a créé la maternité de Pithiviers, les premiers accouchements dans l'eau, le chant prénatal, la méthode Le Boyer. Il y aura un bouquin écrit chez Dervy aussi, hein. Oui. Il me semble. Comme toi, tiens, j'ai pas cité ta maison d'édition. Le laboureur et l'accoucheur. L'accoucheur, oui. Et donc, le geste de la personne qui accueille l'enfant, c'est un accueil. Ce geste peut être anticipé grâce à l'autonomie, grâce à un travail pendant la grossesse, un contact de l'enfant dans le ventre de la mère, un échange, un dialogue qui s'installe avec lui, et puis le jour de la sortie du monde aquatique vers le monde aérien, donc, bien sûr, le premier geste, le premier accueil, la première main qui va se poser sur lui. C'est très important que cet enfant ne soit pas séparé de sa mère. Au contraire, qu'on le laisse
vivre ces premiers instants aériens sur la peau de sa mère. Il n'y a aucune urgence pour couper le cordon. Jamais eu d'urgence à couper ce cordon. Et laisser vivre ce premier échange hormonal, puisque c'est un échange d'ocytocine, un échange énorme, un échange d'amour, d'hormones d'amour. Le vivre pleinement avec sa mère. Tu parles d'un échange d'amour, hein. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais je me souviens, j'ai assisté à la naissance de mes enfants, et combien de papas ont assisté, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Les mamans se gardent ça souvent pour elles. Tu parles d'une arrivée, quoi, une grosse baffe dans le cul, quoi. Hein, c'est bienvenue, mon petit gars. Allez, tu vas commencer par en prendre une bonne. Aujourd'hui, dans mon cabinet. Est-ce que c'est indispensable? Mais non, c'est pas indispensable. J'ai eu aujourd'hui, justement, dans mon cabinet, la visite d'une mère avec une petite fille qui a 1 mois. Et elle me dit, mais je la trouve très angoissée, elle pleure souvent, elle fait des gestes nerveux, elle est en tension. Que s'est-il passé? Et elle me dit, lorsqu'elle est sortie, elle était bleue. Bon, j'ai dit, le cordon était entouré autour du cou. Non, il n'y avait pas, mais bon, elle a été serrée, il y a eu un hématome qui s'est formé, bon, ça arrive. Et ils me l'ont emmenée tout de suite. Tout de suite, elle a été séparée, cette gamine. Ils l'ont emmenée pendant 1 heure. Donc cette première heure dont je parle, elle a été privée. Donc cet enfant a été privé du contact de sa mère pendant 7 heures, et ça crée cette angoisse qu'elle exprime toujours aujourd'hui. Il y aurait, selon toi, une répercussion. Donc. Énorme. Ouais. Et on a fait une expérience, Michel Audin, dans son livre, se base sur les expériences qui ont été faites avec les antilopes en Afrique. On a séparé donc le bébé antilope de la mère 1 heure après la naissance. Et puis, 2 jours après, on a remis ce bébé. La mère reconnaît tout de suite son enfant et elle va tout de suite s'occuper de cet enfant. Par contre, lorsqu'on a retiré le bébé antilope, dans la minute qui suivait la naissance, qu'on le remet en contact avec donc les femelles, 2 jours après, la mère ne reconnaît pas son enfant. Elle n'a pas eu le temps d'échanger hormonalement donc, les informations qui vont déterminer la suite de la vie de cet antilope. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, nous savons tous l'importance du cerveau, mais là je découvre, avec l'explication que tu viens de donner, l'importance des os qu'il y a dans le crâne, de leur emboîtement, de leur façon de s'agencer, de rester en harmonie en quelque sorte. Le cerveau va se développer dans une boîte. Si cette boîte est cabossée, si elle a des angles obtus, des zones de serrage, le cerveau va forcer, va être en souffrance. C'est le développement du cerveau qui entraîne le développement du crâne. Et non le contraire. La force vient toujours de l'intérieur vers l'extérieur, du centre vers la périphérie. La graine forme l'arbre. La force de création, elle vient toujours du centre vers la périphérie. Le développement du cerveau entraîne le développement du crâne. Mais si ce crâne, à cause d'une naissance un peu difficile, est cabossé, si les os qui se sont chevauchés ne se sont pas séparés, pour des raisons diverses, ce cerveau va être en souffrance. Et l'enfant va être en souffrance. Le système nerveux, dans son développement, va être en souffrance. Et on peut imaginer tous les effets que ça peut créer sur son comportement, son développement, etc. Donc l'importance, tu viens de le souligner, d'avoir un crâne bien rond, bien libéré de toute tension, dès les premières heures, dès les premiers jours de la vie. C'est voilà une notion de prévention énorme, fondamentale, d'aller consulter un thérapeute qui peut, grâce à l'échange énergétique, permettre au crâne, aux différents os de reprendre leur place et d'harmoniser le mouvement de respiration crânienne. Donc tu conseillerais aux femmes qui nous écoutent, qui n'ont pas eu encore d'enfants, qui n'auront pas peur d'en avoir, on pourra revenir aussi sur la peur d'être enceinte, bien sûr, de caresser, de toucher, de palper, avec précaution bien sûr, mais de garder ce contact entre la main. La main va permettre au sens d'exister, au sens palpatoire, l'enveloppe, le corps, c'est le premier contact avec le monde extérieur. Plus ce corps va être sollicité, plus on va lui donner des informations de tendresse, des informations d'amour, plus l'enfant va être massé de l'huile, plus il va être contacté à travers son enveloppe, plus cet enfant sera solide, sera autonome, sera équilibré dans son comportement par rapport à l'espace environnant.
Mais tu sais comme moi, plus on va l'enlever, l'enfermer, l'isoler, l'emprisonner, ne pas le contacter, et plus cet enfant sera angoissé. Mais tu le sais comme moi, le mot massage, depuis quelques années, a une connotation pas très recommandable. Nous avons du mal à nous toucher, nous avons du mal à nous étreindre, nous avons du mal à nous embrasser. Le massage est devenu une connotation sexuelle. Voilà, le massage. Mais certainement à cause de notre culture, qui a oublié les premiers contacts. On s'est rendu compte que les enfants prématurés, lorsqu'ils étaient collés, à même la peau de la mère, emmaillotés, donc l'enfant nu collé contre la peau nue de sa mère, emmaillotés, sont des enfants qui se développent 2 fois plus vite que les enfants qui se développent en couveuse. Dans la couveuse, il est isolé, il n'y a plus de contact. Les neurosciences aujourd'hui se rendent compte que le contact physique, visuel et palpatoire est un stimulant énorme au développement, pour le développement de l'enfant, de l'individu. Aujourd'hui, nos moyens de communication qui se multiplient nous isolent de ce contact. Le téléphone portable, Internet, on ne se voit plus, on ne se touche plus. Et les neurones, qui aujourd'hui sont observés avec attention, et les neurosciences font des progrès énormes dans ce domaine, ne sont pas stimulés. Il n'y a pas cette stimulation physique. On oublie le corps, alors que tout passe par le corps. Tout passe par le corps. Et regarde le dogme concernant les neurones qui disparaissaient, qui ne se renouvelaient pas, est tombé il y a quelques années. Quels sont les médias qui en ont parlé? Très peu, parce que ça ne fait pas l'actualité, ce n'est pas un sujet qui va toucher un maximum de personnes. Pour le moment. Uranus écrit, à ce propos, j'ai mon petit-neveu qui fait des crises d'épilepsie. Vous savez ce qu'ont proposé les médecins aux parents, que l'enfant devrait faire une chirurgie cérébrale. Ma sœur a refusé. C'est un témoignage, je le lis. Le geste chirurgical, c'est ce qui est pensé souvent en priorité. Ça ne veut pas dire que des gestes chirurgicaux ne sont pas à effectuer dans l'urgence, bien entendu. Certainement pas. Nous sommes bien d'accord. Mais est-ce que c'est la solution de facilité? Qu'est-ce que ça veut dire? Facilité dans ce domaine, il n'y a pas de facilité. C'est la solution apparente dans un système qui a graduellement imposé certaines techniques. Mais j'entendais mon professeur d'ostéopathie me dire la chirurgie quand on ne peut pas faire autrement. Mais tant qu'on peut faire autrement, essayons de faire autrement. Et j'ai entendu des chirurgiens, et j'entends encore aujourd'hui des chirurgiens dire on peut faire autrement, alors faisons autrement. La chirurgie quand on ne peut pas faire autrement. Et la chirurgie fait des choses extraordinaires. La microchirurgie, je suis en admiration devant. L'un n'empêche pas l'autre. Mais essayons de nous comprendre et de compléter, de nous compléter. Regarde cette jeune femme anglaise qui avait subi une transplantation cardiaque. Le cœur qu'elle avait n'était pas en bon état. Et puis le cœur qui lui a été... c'est extraordinaire, c'est un conte de fées. Les médias en ont un tout petit peu parlé, mais on s'est arrêté là. Je crois qu'il y a des recherches, des investigations à faire. Le cœur qui lui avait été greffé a donné des signes de faiblesse, mettant en danger le pronostic vital. Et le cœur qui était resté est reparti. C'est extraordinaire. Fabuleux. Tu penses que ça a aussi dépendu de la vie de cette jeune femme, de son appréhension de la vie Totalement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit. Il y a eu une interaction évidente. Alors, bien sûr, on utilise le mot miracle. Le mot miracle faisant tout de suite penser à une intervention divine. Voilà. Autre message, le problème est la communication avec le médecin, les infos pertinentes. Faut-il être transparent? Faut-il s'imposer? Faut-il avoir une relation bienveillante entre un médecin et son patient? Enfin, dans tout ce qui est soignant, thérapeute, ostéopathe, etc., etc. Je pense que la première fonction du thérapeute, ce sera justement de rassurer son patient. Accueillir le patient. Lorsque on accueille un individu dans notre cabinet, on accueille son histoire. C'est l'histoire d'un homme, c'est l'histoire aussi de toute sa famille et de ses ancêtres. C'est pas un numéro, c'est pas un dossier comme je l'ai entendu, c'est un être vivant et qui transporte énormément de choses, toute son histoire, la somme des tensions de sa vie. Donc il faut l'accueillir, bien sûr qu'il faut l'accueillir, lui ouvrir la porte, le regarder,
l'écouter et le rassurer. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à travailler. Pourquoi ? Parce que le fait d'être écouté et d'être accueilli rassure l'individu et lui permet de relâcher déjà, petit à petit, ses premières tensions. Et de se retrouver dans une situation où on va pouvoir continuer d'aller dans ce sens-là, qui est tout simplement, peu importe la technique, mais de libérer les tensions de sa vie qu'il a emmagasinées, qui ne lui permettent plus de vivre correctement aujourd'hui. J'ai entendu Jean tout à l'heure. Ce qu'il a dit, mon médecin, il y a 30 ans, il m'a dit que c'était les angoisses de la vie qui m'avaient mené à boucher mes coronaires. C'était à ce moment-là que c'était important d'accueillir, d'écouter, il a compris ce médecin, et de lui permettre, de lui donner les moyens, les clés, pour se rassurer, pour exister correctement, c'est-à-dire de libérer cette énergie de vie qui était bloquée, qui était coincée pour différentes raisons à ce moment-là. Donc c'est ça l'attitude que je demanderais à n'importe quel thérapeute, de ne pas fuir le patient, de le toucher, c'est-à-dire de lui serrer la main. Aujourd'hui, on sait que on n'a plus le temps. Le thérapeute, le médecin, il n'a plus le temps. On peut même pas. Alors, moi, j'ai connu la palpation quand on était gamin. D'ailleurs, ça faisait pas toujours du bien. Il y avait un contact physique, la palpation. Mais ça n'existe plus. Quoi. Et regardez, il y a des ganglions. Là, on a appuyé sur le ventre. Et ça te fait mal. Là et là, ça te fait mal. Quoi. C'est fini. Il n'existe plus. On n'a plus le temps. On n'a pas le temps. Accueillir, prendre la main, regarder, écouter. C'est déjà mettre le patient en condition pour accueillir une technique, une thérapie, peu importe laquelle. Oui, mais enfin, asseyez-vous, bonjour, asseyez-vous, je vais vous prendre l'attention. Mais le patient qui n'a pas confiance en son thérapeute, et là, c'est très répandu. J'ai pas confiance en mon médecin. Mais on a déjà perdu 50%, 60% d'efficacité du traitement, peu importe le traitement. Il n'a pas confiance. Donc il est dans le doute, c'est-à-dire qu'il bloque, il freine, il resserre, il empêche même le médicament de faire son travail. C'est la moindre des choses, c'est ça. C'est d'établir la relation, le contact, un contact, une relation de confiance. Je vais en prendre plein la gueule, mais j'assume. Je suis désolé, là, tu parles d'amour. Et ben voilà. Alors, je me permets, dans les stages, avec les groupes auxquels je m'adresse, de dire que tout patient qui vient vers vous est quelqu'un qui est en manque d'amour. Alors il ne s'agit pas d'aimer son patient, je vais vous donner de l'amour, rentrez, tiens, vous n'avez pas d'amour, on a perçu d'amour, non, c'est pas ça. Mais de l'écouter, c'est déjà lui donner de l'amour. Je me réfère souvent à un peuplade indienne d'Amérique, qui utilise le même mot pour les verbes aimer et écouter. Je pense que c'est une belle définition de l'amour. Écouter. Être à l'écoute de l'autre. Lui permettre d'exister. Le Dalai Lama, qui n'a pas dit que des conneries, écrivait « La peur s'appelle souci. La peur s'appelle manque de confiance en soi. La peur s'appelle doute. La peur s'appelle jalousie. La peur s'appelle manque d'amour pour soi. » Voilà. Manque d'amour pour soi, manque d'écoute de soi. Être à l'écoute de l'autre, être à l'écoute de soi, c'est la même chose. Et ça passe bien par le corps, être à l'écoute de son corps. Tout passe par le corps. Toute pensée, toute émotion, tout sentiment, toute sensation, tout passe par le corps. Qui nous empêche d'expérimenter, de le vivre ? L'autre ? Notre éducation. Moi ? Lui ? Ouais. Mon père ? Ma mère ? Mon grand-père ? Qui empêche tout ça ? Sinon soi en priorité. Voilà. Je sais pas comment les auditeurs ressentent, les auditeurs et les auditrices. Mais enfin, écoutez, si ça vous barbe, vous tournez le bouton, c'est ça votre liberté. Le problème est la communication avec le médecin. Ça, je crois que je l'ai lu. Tesla écrit « L'homéopathie fonctionne aussi sur les animaux et les plantes. Alors l'effet placebo peut aller se rhabiller ?» L'effet placebo, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça mérite vraiment beaucoup d'attention. Mais justement, l'attention, on parlait de Dalai Lama tout à l'heure, mais les
bouddhistes disent l'attention guérit. Donner de l'homéopathie à une plante, c'est aussi faire attention. Est-ce que cette attention, déjà, dès le départ, n'est pas une énergie qui va créer justement cette situation d'auto-guérison, de placebo? Bien sûr que le produit a son efficacité. L'homéopathie, merveilleux, ça. Un message dans de l'eau, un message d'une dose infinitésimale. Voilà. Et plus c'est dilué, et plus ça travaille en profondeur sur ce qu'on appelle les corps subtils. Fabuleux, merveilleux, un message. Mais le premier message n'est-il pas justement de porter attention à la plante, à l'animal ou à la personne? J'ai envie de poser la question à Tesla. Et mon gars, tu parles des plantes. T'est-il arrivé, avec un vaporisateur, de mettre un peu des gouttelettes d'eau sur tes plantes? C'est vrai, nous lavons les cheveux. On pense toujours à mettre de l'eau dans le pot, mais jamais à mouiller un peu, à doucher un peu. Sûr. Je dis pas à leur parler, quoique ça pourrait s'apparenter à un truc pas. Mais bien sûr, leur parler aussi. Mais nous ne parlons plus. Le message dont on parle. La vibration de la voix, elle porte un message. On a calculé les vibrations de la plante par rapport au message, par rapport à l'intention. L'intention de faire du mal ou l'intention de faire du bien. Les vibrations s'accélèrent. C'est pas dangereux de parler à un animal. C'est pas dangereux de parler à un chat. C'est pas... Le chuchoteur avec son cheval. Oui. C'est l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Ouais. Les chuchoteurs sont des gens qui ont compris que la voix portait un message. C'est ce que disait Gilles Boccan tout à l'heure sur la vibration de la voix. C'est une vibration de l'air, et cette vibration de l'air, elle est porteuse de messages, d'un message qui peut être un message de tendresse ou un message de dureté. C'était un moyen de vérifier si Internet marchait bien. Et Tesla vient d'écrire juste: oui, je vaporise mon ficus de temps en temps. Sozone écrit: heureusement que vous êtes là pour nous transmettre les bonnes informations. Vous transmettez de bons messages. Si ce genre d'échange pouvait avoir lieu partout, notamment sur nos médias, sans doute que les gens iraient mieux. Mais c'est aussi à vous de choisir les médias qui vont vous donner d'autres informations. N'accusons pas toujours. Ouais, c'est la faute à l'autre. On n'est pas obligé de regarder. Mais bien sûr. Moi, j'ai supprimé la télévision il y a 20 ans. Il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas de chaîne. Alors, ça m'a étonné le fisc. Je dis: non, mais vous me faites payer une redevance parce que j'ai un écran. J'ai un écran pour passer des vidéos, des DVD. J'aime bien le cinéma, j'aime bien voir des choses. Ouais. Et je n'ai pas d'antenne, je n'ai pas de télévision. Donc je suis pas obligé, je me suis dit, non, je ne suis pas obligé de regarder ce qui me fait du mal. Le journal de 20 heures, par exemple. Sans parler de la pollution électromagnétique, qui est maintenant démontrée. Le journal de 20 heures te fait mal? Ah, c'était terrible. Ouais. Redoutable. Je ne pouvais plus... Même quand un journaliste dit cette interview était maragique. Vous nous rendez de l'importance. Merci. Non. On vous rend rien, vous nous avez rien donné. Non. Vous prenez votre importance. Ouais. C'est vous qui prenez votre importance. Souvent, il m'est reproché d'être une grande gueule, d'être violent, d'être sévère. C'est moi. Et je m'aime comme ça. Je comprends que vous ne puissiez pas vous accepter. C'est pas un règlement de compte, c'est essayer de dire, parce que c'est une grâce que d'avoir un homme comme toi en face de moi. Je m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit, tiens, un mec qui a fait dans les inconnus, qui a raconté des conneries. Non, l'homme est profond. Et comme j'ai lu les 2 livres cette nuit, c'est ça qui est important, la profondeur de l'être en face de soi. Tu vois, je pourrais faire comme beaucoup, prendre les 2 bouquins. Tu as vu, je ne les ai pas pris à aucun moment. C'est pour expliquer comment je fais. Ce qui m'importe, c'est pas d'avoir un mec ou une nana qui a écrit un bouquin. C'est d'aller au-delà du livre. C'est ça la communication. Bien sûr. Ça semble difficile, c'est critiquable. Mais enfin, je reste comme ça. Donc le ficus, je reviens un tout petit peu en avant, parce que là il y a beaucoup de messages. Merci beaucoup les internautes d'être présents là comme vous êtes. Merci aux auditeurs d'écouter tout le monde. Merci, on va faire comme chez Drucker. Je reviens. Francisca écrit: j'entends très bien ce que vous dites, mais arriver à se projeter au fond de soi-même, avoir le contrôle directionnel sur son psychisme n'est pas chose innée, bien sûr, mais l'acquérir me semble difficile. Bien sûr, c'est difficile. On n'a jamais dit que c'était facile. Mais la difficulté est intéressante.
intéressant. Et c'est parce que nous annonçons que les choses sont difficiles, la suite est connue, voilà. Quelle leçon. Uranus, quelle était votre réaction quand vous avez appris que le ministre de la Santé refuse une formation officialisée en ostéopathie? Parce que là, vous êtes dans le collimateur, et pas que du ministre, Monsieur Accoyer, sans parler de Monsieur Fenech, qui est un autre sujet. Et qu'est-ce qu'il a Accoyer contre les ostéopathes? Vous savez, les gens... Pardonne-moi de rentrer dans la politique, mais c'est aussi important, parce qu'il en va de notre santé. Moi, je le vis très très bien, dans le sens où ce sont les patients qui choisissent leur thérapeute. C'est ce qui pose problème, justement. C'est que de plus en plus de patients se dirigent vers les médecines naturelles, même s'il n'y a pas de remboursement. Et ça pose problème. Ça leur pose des questions. Alors si en plus on reconnaît leur diplôme, donc Et justement, on est mal parti. Pour être acupuncteur, il faut être médecin. Ouais. Est-ce que pour être ostéopathe, il faudra aussi être médecin? C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent tout? Je pense que les choses se font d'elles-mêmes. C'est le consommateur. C'est le consommateur, comme on dit, qui a le pouvoir. Il consomme ou il consomme pas. Il se trouve qu'il consomme. Il se trouve que aujourd'hui, et encore plus demain et après-demain, les gens en ont marre d'être empoisonnés, on a marre d'avoir des effets secondaires des médicaments, on en a marre de pas être écoutés, etc., etc. Donc ce qui est pratique pour l'instant, c'est que, excuse-moi, mais le consommatise. Oui, voilà. Et donc, moi, je vois pas de problème par rapport à ça. Ça va faire hurler énormément de gens dans la profession, mais lorsqu'on parlait tout à l'heure du GNOMA, quand je suis rentré au GNOMA en 92, le GNOMA, le Groupement National et Organisation des Médecines Alternatives, on m'a appris tout de suite que la déontologie existante à l'époque est interdite de faire de la publicité. C'est le bouche à oreille. Voilà ce qu'on nous a expliqué. Le bouche à oreille doit permettre à votre cabinet de se remplir. C'est-à-dire, vous allez faire vos preuves. Mais le bouche à oreille, il remplit les cabinets. C'est pas la reconnaissance du diplôme. Avant que d'accueillir un appel téléphonique. Le souci, excuse-moi, c'est de pas être remboursé, c'est de pas être reconnu, et donc de pas rentrer dans le cadre de la Sécu. Et puis aujourd'hui, il y a des mutuelles maintenant qui commencent à rembourser. Les soins alternatifs. Mais il est là le problème. Mais il n'est pas dans la fréquentation de ce genre de thérapie. Ce qui ne veut pas dire, je le rappelle d'une façon très ferme, que nous vous disons dans cette émission, n'allez plus voir votre médecin généraliste. Jamais, à aucun moment, mais pour que ce soit clair, tu sais. Bien sûr, tu as raison. Tu as raison, il faut le répéter. Oui, le répéter, pas avoir d'emmerde. Pour vivre heureux, vivons couchés. Ou cachés. Bonjour, qui est là? Bonsoir Jean-Claude, bonsoir monsieur. Bonsoir Carmen. Bonsoir. Moi vous parliez d'ostéopathe, je vous avoue que j'en ai un très mauvais souvenir. C'est vrai que ce n'était peut-être pas un ostéopathe confirmé, puisqu'il s'agissait d'un médecin qui remplaçait le médecin habituel où j'allais. Et alors j'ai eu le malheur de lui dire que je souffrais des vertèbres cervicales. Et c'est vrai que je souffrais vraiment. Alors il m'a dit, oh mais attendez, je vais vous soulager parce que justement je suis en train de faire des études d'ostéopathe. Et alors, il m'a appuyé là-dessus avec une force, je vous dis pas, mais vraiment, il aurait appuyé sur un cheval, il n'aurait pas fait pire. Eh bien, pendant plus de 2 mois après, j'ai eu mal et je me demandais qu'est-ce que j'avais dans la tête. Alors, du coup, ostéopathe ou pas, maintenant je ne vais plus entendre parler. Alors, ma chère Carmen, je prends la parole parce que Seymour me fait signe que tout à l'heure il travaille et qu'il ne pourra pas rester toute la nuit. J'aimerais quand même qu'il reste encore un petit peu de temps, mais je connais pas grand-chose en ostéopathie, mais selon moi, selon ce que j'ai appris, l'ostéopathe ne doit pas faire mal. Eh ben, je te jure qu'il m'a fait mal. Eh bien, maintenant, tu as la réponse. Qu'en penses-tu, Seymour ? C'est la base de toute médecine, ne pas nuire à autrui. Ne pas nuire à autrui. Bon, Carmen a précisé qu'il faisait des études d'ostéopathie. Oui, voilà. Oui. Donc, il n'était pas encore. Il faisait des études. Voilà. L'ostéopathie a évolué, plus d'un siècle d'ostéopathie. On parlait tout à l'heure de Steele et Sutherland. L'ostéopathie, au début, proposait donc de rétablir l'équilibre de la structure par des manipulations et souvent violentes. Et puis l'ostéopathie s'est affinée. Elle est devenue structurelle, de l'ostéopathie structurelle, on est passé à une ostéopathie dite crânienne, avec de manipulations toujours, mais des micro-manipulations. Puis on est passé à une ostéopathie fluidique.
le flux et le reflux du liquide céphalorachidien, l'utilisation des forces liquides. Donc une ostéopathie encore plus douce. Pour arriver aujourd'hui à une ostéopathie qu'on appelle bioénergétique ou biodynamique, c'est-à-dire un échange énergétique qui permet au fluide de rétablir l'équilibre de l'organisme. Je simplifie les choses. On est arrivé... attendez, je finis. On est arrivé aujourd'hui, donc on est en 2009, à une ostéopathie qui ne manipule plus du tout. Ah oui, heureusement, parce que, non mais vraiment, moi je ne déconseille pas aux gens d'aller voir un ostéopathe, pas du tout. Mais je dis l'épreuve que ça a été pour moi, mais je vous parle de ça quand même pas mal d'années. Oui. Bon, j'ai souffert également d'acouphènes. Eh ben, je vous assure que c'est quelque chose de désagréable. Oui. On peut pas s'imaginer comme c'est fatigant, ça vous tue, hein. Ça vous Et ça pompe vous votre enlève énergie. toute votre énergie, Voilà. toute votre bonne humeur, tout. Oui, je sais, je suis confronté à ça dans mon cabinet. Je vois régulièrement des gens qui souffrent de ce problème et je sais que ça nuit totalement à leur équilibre de vie. Ah, ça vous détruit, hein, vraiment. C'est d'avoir ça jour et nuit et jour, on peut pas imaginer ce que c'est. Heureusement, j'ai été bien soignée et ça s'est passé. Ça ne s'est pas reproduit depuis d'ailleurs. Et alors, là, j'aborde un autre sujet. Tu m'excuseras, Jean-Claude, je vais sauter du coq à l'âne quand même, mais tu as parlé tout à l'heure d'autistes. Et je voulais te dire que j'avais vu à la télévision une émission sur l'autisme où il y avait l'acteur Francis Perrin, que tu connais sans doute, et qui est un enfant autiste. Il y a eu toute une émission, il a d'ailleurs déménagé de Versailles où il était pour aller habiter dans le Nord parce qu'il y a un centre de soins pour autistes qui est, paraît-il, formidable. Et vous avez un homme de théâtre aussi que je connais aussi, qui s'appelle Jean-Luc Moreau, qui est un enfant autiste. Oui. Jean-Luc Moreau, oui, il l'a eu aussi. Enfin, peut-être que tu pourrais connaître Francis Perrin. Aussi, oui. Tu fais une émission et qui veut venir à ton émission, je te jure que c'était franchement très intéressant et encourageant pour les personnes qui ont des enfants. Il y avait une émission intéressante à la télévision, chic, alors je l'ai raté. Non, j'ai vu à la télévision. Oui. Non, mais promis. Puis je demanderai à Howard Button de venir. J'en ai beaucoup occupé aussi. Howard Button. Vraiment. Et puis alors, les résultats étaient... c'est ça, c'est surtout de voir cet enfant comme on l'a vu et comme on le voyait. Les progrès, c'était... D'ailleurs, si il a fait le sacrifice de déménager d'ici pour aller dans le Nord et qu'il vient travailler tous les soirs à Paris, ou presque tous les soirs, c'est que vraiment ça en valait la peine et qu'il a constaté que son enfant était dans de bonnes mains. Bien promis, je consacrerai une émission à l'autisme. Hein. Ah oui, je connais pas mal de personnes qui travaillent dans cet univers-là. Et ce que tu viens de dire est très juste. Trop souvent, les parents ne trouvent pas les structures d'accueil pour, et les parents sont obligés de se séparer de leurs enfants. Là encore, on augmente les traumatismes relationnels et de les mettre dans des établissements en Belgique, par exemple. Oui aussi. Mais alors, vous parliez aussi de la naissance de laisser les enfants à la maman. Mais vous savez, maintenant on fait ça. Maintenant on les laisse sur le corps de leur maman pendant quelque temps avant de couper le cordon. Ça se fait maintenant. Mais avant, c'était pas ça du tout. On vous coupait le cordon, on prenait le petit bébé, on allait lui faire sa toilette et puis on le maillotait tout de suite. Vous n'aviez pas le bonheur d'avoir votre enfant sur vous. Moi, j'en ai eu 6 et je peux vous dire que j'en ai pas eu un auprès de moi. Et l'enfant n'avait pas le bonheur d'être contre sa mère. Non, c'était comme ça. Alors, vous voyez qu'il y a des évolutions qui sont vraiment bonnes à signaler. Et maintenant, j'ai vu, et d'ailleurs, regardez les femmes noires, les femmes d'Afrique noire. Elles ont toujours leurs enfants sur elles. Et il faut voir le bonheur de ces enfants-là et comment ils sont éveillés. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Carmen, tu vois une maman dans les rues de Paris avec son môme dans le dos ou sur devant. De plus en plus, il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a pas si ridicule que ça. Il y a de plus en plus de papas qui portent leur bébé sur le dos ou carrément avec des ceintures face à eux, cœur contre cœur. Ouais. Oui, et pourquoi pas? Après tout, le papa, on dit toujours, mais la maman, mais écoute, s'il n'y avait pas eu de papa, il n'y aurait pas d'enfant. Donc il a le droit d'avoir son enfant aussi sur son ventre, de le porter devant lui ou... Mais nous avons, Carmen, excuse-moi, j'accélère un peu, mais nous avons tous les droits et surtout celui de fermer notre gueule. Non, moi non, je dis pas ça du tout.
Non, c'est moi qui l'ai dit, j'assume. Hein. J'ai pas dit que c'était toi. Ah non, moi je ne dirais pas ça. Tu sais que j'aime trop les hommes pour dire des choses pareilles. Heureusement qu'ils sont ouverts avec moi, ça me donnait beaucoup de bonheur. Carmen, je te retrouverai tout à l'heure parce que je sens que je vais rester un peu seul dans le studio. C'était pas prévu, mais je dis toujours à mes invités, l'émission dure 7 heures. Si vous voulez partir, vous partez quand vous voulez. C'est aussi ça, donner la liberté. Ah ben d'accord, bien sûr. D'accord. Mais la liberté, c'est ce qu'on a de plus cher, je le dis toujours, il faut la défendre. Merci Carmen, à tout à l'heure peut-être. Voilà, plus tard. Merci. Bon, on va quand même épuiser ne m'envoyez plus de messages en direct, s'il vous plaît. Voilà, c'est comme ça. Accepter, expérimenter et ne pas regretter que j'ai 1 heure de trajet maintenant pour rentrer. Et puis un certain nombre de patients qui m'attendent demain et qui attendent un thérapeute qui soit à l'écoute. Comment, monsieur Bruxelles, vous faites votre promotion sur une antenne de radio et vous préférez aller retrouver vos patients demain matin? C'est pas normal, ça. Alors, je vais lire tous les messages, ça ira vite, à condition que je revienne tout à fait à la page. En quoi l'ostéopathie peut éviter le dopage dans le cyclisme? Le dopage en lui-même est un autre aspect qui concerne l'endurance grâce à des substances énergisantes. Je vois pas le rapport, franchement. Là, c'est un débat qui va prendre des heures sur l'utilisation du sport et du sportif dans la société. Donc là, et la conception, le respect du corps humain dans des utilisations commerciales. C'est autre chose. Hein. Corianne, depuis le Québec, quel langage comprennent nos cellules, Seymour Bruxelles? J'en suis sûr qu'elles comprennent le langage de l'amour. J'en suis certain. Et quand on est amoureux, eh bien, comme par hasard, ma cousine, on tombe pas malade, on a une énergie incroyable, on peut rester éveillé toute la nuit, faire des émissions avec Jean-Claude Carton, sans tomber de fatigue, parce qu'on est amoureux et que c'est le meilleur langage à parler à nos cellules. Il ne faut pas avoir honte d'être amoureux. Oh, surtout pas. Tu l'es? Faut être fier, toujours. T'as vu, elle est même en face de moi, là. Enfin bon, en photo, hein. La cause des attaques cardiaques, ce n'est pas le cholestérol qui bouche les artères, mais le manque de vitamine C, car celle-ci vient renforcer la résistance des artères, et le cholestérol vient se déposer sur les artères pour les renforcer. Donc en consommant plusieurs grammes de vitamine C par jour, on élimine le cholestérol, et donc les artères se débouchent. Il n'y a pas que ça, mais le site, là, c'est un livre très intéressant, je me souviens plus le nom de ce médecin, il est quand même chercheur au CNRS, et il a écrit un livre qui s'intitule « Le cholestérol n'est pas coupable ». Et donc il parle de ce qu'elle vient de dire, mais il prône aussi énormément l'exercice physique. Et il a fallu trouver un coupable, et le cholestérol tombait à pic, et on l'a accusé de tous les maux. Et ce qu'elle vient de dire est assez juste, et je vous conseille de lire ce livre. Si nous sommes des êtres fonctionnels, c'est notre message, il y a donc cette structure de notre corps qu'il faut équilibrer pour notre conscientisation de notre mobilité. C'est ça, notre structure est donc fragile, qu'il suffirait d'une zone de notre corps pour que les autres subissent l'impact. Mais vous parliez de psychosomatique, donc l'action de notre psychisme sur le corps est pertinent. Ne faudrait-il pas apprendre aux gens à se relaxer, à penser autrement, s'embroyer du noir, à jeter ses peurs irrationnelles? Tout à fait d'accord. Ça rejoint tout ce qu'on a dit. Et de parler gentiment à ces cellules, et de les aimer. Alexander et Feldenkrais, est-ce que ça a le même effet? Je n'ai pas les capacités de répondre à cette question. Il paraît que l'ostéopathie n'est pas préconisée pour les pathologies graves ou infectieuses ou inflammatoires. Diriez-vous que l'ostéopathie est intéressante pour les maladies fonctionnelles, dans le sens où le corps et le psychisme interagissent? Oui, tout à fait, oui. Jésus. Salut Jésus. Tout le monde nous écoute. Alors que cette grippe est beaucoup moins dangereuse qu'une grippe étrange, cette surenchère de la part des médias et de l'OMC pour nous faire peur. Oui, bien sûr. Et dire que j'avais passé des heures à préparer cette émission pour parler de la peur. Pseudonyme. Le système immunitaire n'est pas aussi rentable que le système militaire. Que peux-tu contre un pouvoir qui a tout prévu pour la bataille? Balavoine. Ouais. Le loup, existe-t-il des bons types de stress? Exemple, challenge professionnel, qui ne soit pas néfaste au corps humain? Oui, bien sûr. Ce que je disais tout à l'heure, il y a des peurs qui sont utiles et qui sont des peurs motivantes à condition donc qu'elles ne bloquent pas les fonctionnements vitaux de l'organisme. Les hags, dynamiser. D'accord. Ça, c'est un bon stress. Les hags, Messieurs Bruxelles a une voix très rassurante.
Coriane, connaissez-vous la cohérence cardiaque? Docteur Odell, facile et simple à faire et les résultats sont visibles et identifiables en très peu de temps. Moi je le fais depuis janvier 2009 et je dois dire que mes émotions sont apaisées. C'est un exercice anti-stress qui prend 3 minutes, 3 fois par jour et l'effet dure 6 heures. Ben oui, tout à fait, j'en ai parlé tout à l'heure quand on en parlait du souffle. Et donc, on en parle dans le corps autoguérisseur. Il y a un passage sur la cohérence cardiaque avec les études et les mesures que nous avons faites. Et elle a raison, ça ne demande pas beaucoup de temps, ça ne demande pas beaucoup d'efforts et ça apporte des résultats formidables. De toute façon, ah bon, d'accord, mais tu sais, j'essaie d'aller vite là. Pseudonyme, de toute façon, il y a de moins en moins de toubibs qui sortent des facs, donc, et ils ne veulent plus avoir de cabinet fixe. Je sais pas. Myriam, bon, si vous allez nous quitter, c'est pas si, il va me quitter. Une question essentiellement pratique. Si tu me laisses à répondre avant. D'accord. Que préconisez-vous pour maîtriser la peur? Je te laisse répondre. Laissez-la vivre. Que réponds-tu, Seymour? Maîtriser? Pourquoi la maîtriser? Elle est là, elle existe, il faut la regarder en face, au contraire. Il ne faut pas la fuir, c'est lui donner une emprise sur nous et en rajouter. Quand on fuit, c'est pire, on a encore plus peur. Je me suis retrouvé face à des requins dans le Pacifique il y a très longtemps. On faisait une tournée avec les inconnus. Et donc, nous voilà en plongée et il y a un poisson pilote qui passe au milieu de nous et le plongeur me fait signe de remonter. On remonte, il me dit, oh là là, faire attention, là, il y a un poisson pilote, il y a d'ailleurs des requins dans les parages. On redescend et là on se retrouve nez à nez avec 3 requins. Énorme, parce qu'avec le masque en plus, ça grossit, énorme. J'ai pas eu peur, mais pas un instant. Par contre, lorsqu'il m'a fait signe de partir et que je leur ai tourné le dos et qu'on est parti en nageant comme des fous, je crois que je suis monté sur le bateau sans prendre l'échelle. Et oui, non, j'ai fui. Je rigole, est-ce que le requin s'appelait Lederman? Les dents de la mer, le luron l'appelait les dents de la mer. Ouais. Mais tu sais comment a été fabriqué le générique du journal télévisé? Il a été fabriqué à partir de la musique des dents de la mer. Ben voilà. Parce que je te disais, le journal télévisé, je ne veux plus regarder. Ça fait 20 ans que j'ai pas de télé à cause de ça. Je me souviens. Attends, mais il y a une question de Myriam qui était vraiment très très intéressante et je ne voudrais quand même pas et ce sera la dernière, que tu partes. Ça c'est toi qui le dis. Myriam, il ne faut surtout pas croire que l'énergie soit une espèce de nappe continue, se propageant comme un flot ininterrompu. S'il en était ainsi, elle ne pourrait tout simplement plus circuler, ni se transformer, ni, à plus forte raison, passer d'une échelle à l'autre. En convenez-vous? Et si oui, comment voyez-vous ces échanges d'étage en étage dans l'organisme? C'est l'organisme qui contrôle tout. C'est lui qui distribue, c'est lui qui dirige, c'est lui qui dose. Donc faisons-lui confiance. Que pense l'invité, Seymour Bruxelles, de la position couchée dans laquelle les femmes françaises sont obligées d'accoucher? Alors que dans d'autres pays, en Allemagne par exemple, des cliniques permettent aux femmes d'accoucher debout. En Russie, les femmes accouchent dans l'eau, dans des piscines. Des expériences ont été tentées en France. Il est évident que la poussée idéale est verticale. Elle n'est pas horizontale. Ouais. C'est évident. C'est physiologique, anatomique et incontournable. Lorsqu'on a allongé la femme, on lui a dit, bon, pose-toi là et laisse-nous faire. Bon, avec toutes les difficultés que ça a engendré et que l'on connaît aujourd'hui. Il est évident que la poussée idéale est verticale. Dernier message de Myriam. Oui, bien sûr, on ne fuit pas parce qu'on a peur, mais on a peur parce qu'on fuit. Et voilà, c'est ça. Tu restes 3 minutes. J'ai une chanson qui va te faire sourire et qui en même temps nous réconciliera les uns et les autres. Dans